Messieurs les conseillers d'État, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la maire, Madame la conseillère administrative, chères étudiantes, chers étudiants, chers et chers collègues, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est un immense plaisir pour nous de vous retrouver toutes et tous ce soir ensemble, réunis pour cette leçon d'ouverture dans le strict respect des directives sanitaires et en particulier le port du masque, un geste, vous le savez, qui est un geste de solidarité puisqu'on le porte pour protéger les autres et non pas soi-même. Vous êtes, mesdames et messieurs, plus de 800 à vous être inscrits pour cette conférence de rentrée, 800 personnes réparties dans 2 auditoires, mais j'aimerais aussi saluer évidemment toutes les personnes, toutes celles et ceux qui n'ont pas pu trouver place dans ces auditoires, mais qui nous suivent maintenant en ligne par centaines. À l'occasion de cette leçon d'ouverture, je voudrais évidemment adresser une très cordiale bienvenue à plus de 18 000 étudiantes et étudiants qui ont débuté les cours la semaine dernière. Des étudiants de plus en plus nombreux, vous le savez, mais aussi des étudiants très motivés et très engagés, comme nous avons pu le vérifier dès la semaine dernière. L'engagement et l'énergie dont vous faites preuve, chères étudiantes et chers étudiants, nous sont nécessaires à toutes et à tous pour faire de la crise que nous traversons une opportunité pour imaginer et construire une société un peu différente. Comme vous le savez, en un temps remarquablement court, nous avons dû ce printemps réinventer notre façon d'enseigner, notre manière de transmettre et de forger les connaissances nécessaires à affronter les défis à venir, multidisciplinaires par essence. Je tiens ici à remercier également toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs de l'Université de Genève, le corps académique, le corps administratif et technique pour leur engagement, leurs efforts et leur souplesse. Notre université n'avait pas et n'a toujours pas vocation à devenir une université en ligne, mais nous devons nous adapter à des circonstances exceptionnelles et anticiper des changements plus profonds de notre société. La crise a donné un coup d'accélérateur dans plusieurs domaines, au niveau de l'enseignement hybride, évidemment, et du télétravail. Les solutions que nous avons dû mettre en place dans l'urgence de la crise doivent aujourd'hui être réfléchies et intégrées de manière plus pérenne, plus mature et peut-être plus circonstanciée. Nous nous y attelons. Je souhaite aussi remercier les fondations et différentes entités pour leur généreux soutien dans cette période particulière. Dans le cadre d'un partenariat public-privé exemplaire, elles ont permis à nos étudiantes et nos étudiants qui se sont retrouvés dans des situations difficiles de sortir la tête de l'eau pour pouvoir se consacrer à leurs études. La crise est aussi l'occasion d'un renouveau du dialogue entre la science et le monde politique représenté ce soir. Un dialogue compliqué, puisque la science a besoin de temps long pour vérifier et consolider ses connaissances, tandis que la politique, et on le comprend, a besoin d'être en capacité de prendre des décisions rapides. Mais au-delà des difficultés intrinsèques, le dialogue est fructueux et nécessaire. Il fait partie de notre mission de service à la cité. Et depuis le début de la crise, notre université polyvalente joue pleinement son rôle, tant dans le domaine médical, vous le savez, qu'autour des questions éthiques, sociologiques, économiques et juridiques. Permettez-moi également de partager quelques nouvelles réjouissantes de cette rentrée. Tout d'abord, l'Université de Genève a obtenu 6 ERC Starting Grants, ces bourses européennes qui permettent de soutenir les jeunes chercheurs et chercheuses les plus talentueux et talentueuses de notre continent, avec des dotations individuelles de 1,5 million. L'Université de Genève en a obtenu cette année 6 à elle seule, en 2e position, juste derrière les PFZ. Il est intéressant d'ailleurs de relever, dans la perspective de dotation à venir, que parmi les 25 pays dont sont issus les scientifiques sélectionnés, la Suisse se situe au 5e rang, avec 34 bourses au total, derrière l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la France. Un résultat remarquable qui démontre toute l'importance de nos relations avec l'Union européenne. La qualité de notre relève a aussi été mise en évidence au niveau des bourses Ambizione, attribuées par le Fonds national suisse de la recherche scientifique. Notre université en a décroché 15 au total, soit le plus grand nombre des subsides accordés au niveau national à égalité avec l'Université de Zurich. Au niveau de l'enseignement, nous avons ouvert un nouveau portail dédié aux étudiants, afin de les aiguiller tout au long de leur parcours académique, de l'admission jusqu'à l'insertion professionnelle, avec des informations sur les ressources et les activités proposées par notre université.
Un nouveau programme, Campus Coach, qui associe une ou un étudiant confirmé à celle ou celui qui entame son parcours dans la même faculté de l'Université de Genève, a également été mis en place, avec un très grand succès immédiatement. Un portail sur l'enseignement à distance qui met à disposition les outils, les conseils pratiques et la participation à des communautés créées ces derniers mois au sein des facultés pour échanger les bonnes pratiques et les bonnes expériences. Finalement, au niveau de l'enseignement toujours, un master en sciences biomédicales qui prépare les étudiantes et étudiants à une carrière dans l'industrie de la santé, notamment pour le développement des médicaments et des dispositifs médicaux, et ouvre également des débouchés vers l'industrie biotechnologique ainsi que vers la génétique et la génomique de pointe. Mais vous n'êtes pas venu pour entendre uniquement les très bonnes nouvelles de la rentrée, vous êtes venu entendre ce soir Didier Queloz, et je ne vais pas prolonger cet exercice, bien qu'il y ait encore d'autres bonnes nouvelles à vous annoncer. Il y a bientôt un an, nous apprenions que Didier Queloz et Michel Mayor, dont je salue la présence ce soir parmi nous, recevaient le prix Nobel de physique 2019. Une distinction qui nous rappelle que la recherche fondamentale est faite de paris risqués, de beaucoup de persévérance et de la capacité à poser les bonnes questions. Qu'elle est aussi une aventure collective, à la conjonction d'une multitude de talents, de scientifiques aux techniciens. Et enfin, qu'elle a un impact durable sur la société, sur nos vies quotidiennes et sur notre avenir. Je suis heureux maintenant de passer la parole à Mme Nicolas Thibaudeau, CEO de MPS, Micro Precision System, une entreprise qui est basée à Bienne, spécialisée dans le design et la fabrication de micromécanismes destinés aux applications médicales, très à la pointe aujourd'hui à l'optique et à l'industrie des semi-conducteurs. Mais dans une vie passée, je crois savoir que Mme Thibaudeau a été aussi très proche des domaines, proche de Michel Mayor et de Didier Queloz. Mme Thibaudeau, je vous passe la parole et je remets mon masque. Merci infiniment de votre présence. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il me fait plaisir d'avoir été invité à m'exprimer sur l'importance des liens entre la recherche et l'industrie. Ça me fait particulièrement plaisir parce que c'est un sujet qui est vraiment d'actualité chez nous. C'est un sujet intéressant. C'est un sujet où il y a beaucoup d'apports de part et d'autre. C'est vrai que c'est un peu intimidant d'être en avant-propos de la conférence de Didier Queloz, qui a découvert avec Michel Mayor à la 51 Pégasi B la première planète extrasolaire confirmée, et co-récipiendaire du prix Nobel, mais je vais continuer en parlant de l'industrie, donc de ce que je connais. L'occasion de ce soir, c'est l'occasion de m'adresser à des chercheurs, à des futurs chercheurs, j'en ai vu beaucoup, des étudiants, des professeurs, des inventeurs, tous des probablement futurs partenaires avec qui nous, les industriels, nous, chez MPS, nous partagerons des moments, j'ai cherché le mot, mais je pense que j'ai trouvé intense, parce que quand on fait des partenariats, c'est toujours très intense. C'est toujours le cas. Dans les études climatiques, les progrès de la médecine, comme la recherche d'exoplanètes, il y a des outils, des instruments qui sont toujours très pointus, très à la limite de ce qu'on peut faire. Mais on ne peut pas tout faire. Donc, c'est à savoir jusqu'où on peut aller. Faites-nous confiance. Lorsque nous sommes partenaires de vos projets pour la réalisation des outils destinés à vos recherches, nos équipes sont toujours hyper motivées, hyper passionnées. Quand un client est venu nous voir pour un des projets que je vais vous présenter ce soir, c'est vraiment, on est tous enthousiastes, on veut tous se lancer et on est tous passionnés, en tout cas au début. Voilà. Maintenant, j'ai 8 minutes à disposition, donc je vais vous montrer quelques exemples de projets qui ont été réalisés chez nous où il y a vraiment une conjonction entre la recherche et l'industrie. L'image qu'on voit ici, l'image présente le projet Moons. Moon, c'est un télescope. Pour ce projet, nous avons été mandatés pour développer et industrialiser des positionneurs. C'est cette pièce magnifique. Je vous dis, ça, c'en est qu'une, mais sur le projet, il y en a beaucoup plus qu'une. Des positionneurs de fibre optique. Ces positionneurs sont utilisés dans l'instrumentation pour les télescopes, pour l'analyse spectrale d'objets lointains, les étoiles, les galaxies. Les données récoltées après sont utilisées pour la recherche en astrophysique ou pour mieux connaître notre univers, les paramètres ou son extension. L'instrument qui va utiliser plusieurs de ces positionneurs est monté sur le télescope VLT. Le télescope VLT, il est au Chili et il appartient à l'ESO. 1000 positionneurs comme ça, 1000 un à côté de l'autre, il faut s'imaginer. 1000 positionneurs qui sont montés conjointement, côte à côte sur une plaque. On est loin maintenant de la recherche, du but de la recherche, mais il faut dire que sans
sans ce microsystème qui a été développé puis avec beaucoup de sueur, je dois dire, ça ne pourrait pas exister. Donc, sur le plan focal, il y a 1000 de ces positionneurs pour placer les fibres optiques sur les points d'observation de l'univers. Le défi de ce projet, c'était de garantir des spécifications qui étaient vraiment serrées, celles qui étaient demandées par la science qui est étudiée. Les spécifications importantes, on voit, le diamètre, c'est 24 mm, mais surtout une erreur de positionnement de 0,25 degrés, une erreur d'inclinaison sur la longueur du positionneur, une précision de positionnement de 20 microns, ce qui n'est pas beaucoup, parce que c'est quand même quelque chose d'assez gros, avec un nombre de cycles de vie de 200 000 cycles. Donc, les chercheurs qui ont pris contact avec MPS, c'est pour garantir ces spécifications, mais surtout pour avoir une production de qualité sur un grand nombre de systèmes comme ça. On nous a fait confiance. Ce projet Moons est réalisé avec le Royal Observatory d'Édimbourg ou le UK Astronomy Technology Center. Puis le client final, c'est l'ESO, comme j'ai dit tout à l'heure. On travaille aussi avec des chercheurs à travers le monde sur ce projet. On a un autre projet comme ça qui est aussi très pointu, très challenging, on va dire, qui est pour la Fondation Sloan, où il y en a 1200 de ces actuateurs qui vont être posés à ce moment-là sur deux plans focaux de 2 télescopes, un au Nouveau-Mexique puis un au Chili. Et puis là, à ce moment-là, MPS, qui est une industrie mécanique, qui fait des roulements à billes, qui fait des systèmes pointus, travaille avec l'Ohio State University. Et puis le client final, c'est une fondation. Encore un troisième projet, c'est pour le grand télescope, pour le Grande Canarie télescope, où là aussi, c'est une solution qui était très, très pointue. Et la difficulté dans ce troisième projet, qui est notre client est AVS en Espagne, c'était que le client, et ça, c'est un message que je vous adresse, le client, des fois, dans sa recherche, il s'est avancé très loin dans la partie mécanique, la partie microtechnique, et puis il se positionne presque à cheval sur l'industriel. Je dis, faites-nous confiance pour vos solutions. Faites-nous confiance parce que je vous dis que c'est des challenges très, très grands. Ces télescopes comportent beaucoup de ces actuateurs. Il y a une somme de compétences et surtout de précision qui s'additionnent. Ça, c'est un autre exemple. C'est un projet que nous, on n'a pas réalisé, mais on a travaillé sur le concept. C'est pour le télescope DESY, où il y a 5000 positionneurs qui doivent simultanément se positionner des fibres optiques. Ce n'est pas possible d'avoir ce télescope s'il n'y a pas une entreprise microtechnique qui peut réaliser ces projets. Autre exemple, le deuxième exemple que je voulais vous montrer, c'est le premier cœur artificiel bioprothétique qui est autorégulé, qu'on réalise pour notre client qui est Carmat. Et Carmat est aussi une association entre un professeur, le professeur Alain Carpentier, et la société Airbus, qui s'appelait alors Matra Défense, en 2008. Donc, de 2008 à 2015, ça a été une recherche de très, très longue durée. On parlait tout à l'heure des temps de la science. Bien, il y a aussi quand même un certain temps pour faire la mécanique. Il faut nous laisser le temps. Ce projet unique pour MPS, pour lequel des industriels comme MPS et partenaires nous amènent sur des terrains qui sont très pointus. Le système est actionné par un système motopompe qui est réalisé chez MPS à Bienne. C'est toutes les pièces qu'on voit ici qui comportent du décolletage, de la rectification, de l'assemblage, des matières qu'on n'a jamais utilisées, et puis d'une précision, puis ça doit être répété puisque ce cœur aujourd'hui est en homologation FDA. L'année prochaine, on doit réaliser 75 heures, le double l'année suivante. Donc, c'est vraiment un apport à la médecine qui est inégalé. On nous a fait confiance. Troisième exemple, c'est une valve aortique très, très pointue qui était un travail de recherche du professeur Lapeyre depuis plusieurs années. Le professeur Lapeyre travaillait sur cette valve aortique avec des caractéristiques vraiment uniques et n'était pas arrivé à produire l'effet voulu. Et c'est à une association avec MPS où on a pu réaliser ce qu'on voit à l'écran, donc une valve aortique qui est totalement biocompatible, qui n'a aucun bruit, et puis qui a fait appel aussi aux compétences d'un autre industriel, c'est-à-dire la personne qui avait développé toute la fluidique du Rafale, qui était une personne qui est encore aujourd'hui sur ce projet de nouvelles valves. Les temps de recherche, on a vu, c'est une vingtaine d'années, je dis 20 ans, mais je crois que c'est encore un peu plus. Les temps de réalisation, ça ne peut pas être 6 mois. Il faut nous donner le temps, il faut nous faire
confiance. Ces 3 exemples illustrent notre expérience d'industriel ayant une motivation. On a une motivation vraiment intense à contribuer, à concrétiser les travaux qui nécessitent souvent des années de recherche. Chercheurs, faites-nous confiance. Mon message étant que même motivé, même passionné, même captivé, il faut un peu d'indulgence et de la compréhension à avoir dans la définition, les allers-retours de la définition de ce qu'on va faire, où on va aller, la planification et les spécifications qui sont claires, parfois moins claires, mais dont est souvent changeantes. Mais c'est avec plaisir que l'industrie continuera à se casser les dents pour trouver des solutions. Faites-nous confiance, nous serons tous gagnants. C'est l'exemple de la valve. On sera tous gagnants. Merci de votre attention. Chère Madame Nicolas Thibaudeau, merci pour cette présentation et nous allons vous faire confiance, j'en suis absolument certain. Alors, Didier Queloz est d'origine jurassienne, mais il est pour moi et pour beaucoup d'autres dans cette salle le pur produit d'une éducation genevoise, puisqu'il a effectué ses études scolaires, sa maturité, ses études universitaires à l'Université de Genève, conclues par un doctorat en 1995, pendant lequel Michel Mayor et lui ont annoncé la première découverte d'une planète géante en orbite autour d'une autre étoile, en dehors du système solaire. Cette découverte fondamentale a provoqué une révolution en astronomie et a donné un coup d'envoi à la recherche sur les exoplanètes. C'est le développement de nouveaux instruments, merci Madame Thibaudeau, couplé avec de nouvelles techniques d'analyse des données, qui a rendu cette découverte possible. Didier Queloz en a été l'un des principaux artisans. Après la découverte de 51 Pégasi B, Didier Queloz part aux États-Unis pour un séjour postdoctoral au Jet Propulsion Lab en Californie. Je crois savoir qu'il a énormément apprécié cette période, en particulier le dynamisme, l'enthousiasme et la proportion américaine à la prise de risque. Il revient en 2000 à Genève, où il devient le scientifique responsable de HARPS, pendant longtemps l'instrument le plus précis au monde dans la mesure des vitesses stellaires. Parallèlement, il joue le rôle de poisson pilote, si tu acceptes ce terme Didier, en participant à de nombreux projets instrumentaux et de recherche de pointe. Par ses actions, il contribue de manière significative au développement de ce nouveau domaine de l'astrophysique. Pendant cette période également, il gravit rapidement les échelons pour devenir professeur ordinaire en 2014 à l'Observatoire, mais aussi professeur au Cavendish Lab de Cambridge University au Royaume-Uni. Ses collègues caractérisent Didier Queloz comme une personne ouverte d'esprit et qui n'hésite pas à imaginer l'inimaginable. Alors que les groupes de recherche concurrents cherchaient des planètes comme Jupiter sur de longues périodes orbitales, Michel Mayor et Didier Queloz n'ont, avec justesse et raison, exclu aucune possibilité, a priori, y compris l'existence de planètes massives à courte période. Il faut une certaine personnalité pour observer toutes les nuits les mêmes étoiles et être prêt ensuite à expliquer un signal totalement inattendu. En plus d'être un scientifique hors pair, Didier Queloz est reconnu comme étant doué d'une vision stratégique et d'un sens aigu de l'organisation. Il assume aujourd'hui le rôle de scientifique responsable, chairperson de la Science Team, de la mission Khéops, le premier satellite scientifique suisse. Nous avons été nombreux à avoir la joie de suivre, en direct ou en différé, son lancement en décembre 2019 depuis Kourou. Didier est l'auteur ou le co-auteur de plus de 400 publications dans des revues internationales à comité de lecture. Il est invité à s'exprimer dans de nombreuses sessions plénières des plus grandes conférences internationales. Il est ou il a été membre d'un grand nombre de comités de l'ESO ou d'autres organisations internationales où il contribue inlassablement à façonner les projets de recherche actuels. Didier Queloz a reçu de nombreux prix. Le prix Vacheron-Constantin de la meilleure thèse en faculté des sciences, j'en suis très fier, et parmi d'autres, bien sûr, le prix de la ville de Genève 2011, avec Michel Mayor et Stéphane Udry, tous les deux présents dans la salle. Il est aussi le BBVA, Foundation Frontiers of Knowledge Laureate in Basic Science 2012,
avec Michel Mayor, et de nouveau ensemble, il reçoit le Wolf Physics Prize en 2017 avec Michel Mayor. Depuis 2019, on le sait tous, avec James Peebles et Michel Mayor, il est récipiendaire du prix Nobel de physique. Monsieur le professeur, cher Didier, je vous prie de me rejoindre. L'assistance et moi sommes impatients de vous écouter sur le thème exoplanètes. J'attends la suite. Voilà. Eh bien, c'est un vrai plaisir d'être avec vous ce soir, en cette occasion d'un cours, parce que c'est un cours. Ce n'est pas une conférence, on va dire, complètement donnée de manière libre. Elle suit une certaine architecture qui a un but professoral qui est en fait de décrire ce que l'on fait aujourd'hui sur la thématique des exoplanètes. Alors, exoplanète, ça veut dire planète en orbite autour des autres étoiles. Et on va essayer pendant ces 50 minutes de faire un peu le tour de qu'est-ce que vraiment on a appris de ces exoplanètes et quelles en sont les conséquences. Alors, les conséquences pour la compréhension d'abord de notre système planétaire, ainsi que les conséquences à plus long terme sur ce qu'on va appeler, ce qu'on va appeler maintenant la grande aventure de la recherche de la vie extraterrestre, c'est-à-dire de la vie en dehors de la Terre. Alors, à but d'introduction, il y a plusieurs aspects dont j'aimerais justement introduire. J'ai pensé qu'on pouvait commencer par une série de nombres. D'abord, 5. 5, parfois il y en a qui se demandent mais qu'est-ce qu'il veut dire avec 5, etc. 5, c'est un nombre intéressant parce que c'est ce qu'on appelle, c'est les planètes antiques. C'est les 5 planètes que vous arrivez à voir avec l'œil nu, sans instrument, qui sont connues depuis l'Antiquité et qui ont laissé énormément de traces dans la culture des hommes. D'abord, la journée de 7 jours trouve en partie son explication par le fait qu'il y a ces 5 planètes. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ces 5 planètes ont servi, en fait, d'outils, on va le dire, d'exploration des lois de la physique. C'est grâce à ces 5 planètes que Galilée, par exemple, a commencé à émettre et à mettre en place la théorie du positionnement de la Terre. C'est grâce à ces 5 planètes que le moine Kepler a commencé à imaginer les lois de mouvement dans notre système planétaire. Et c'est grâce à ces 5 planètes qu'à partir de ces mesures, Newton a pu mettre en place un premier cadre théorique qui décrivait la gravité. Donc, vous voyez, là, on a déjà une étape importante qui était la première étape de la mise en place de la compréhension planétaire. Maintenant, il y a un autre chiffre qui est 8. Alors 8, c'est le nombre moderne de planètes qui sont désormais reconnues par l'Union internationale astronomique, ainsi que 5 qui forment maintenant un ensemble de planètes qu'on appelle les planètes naines, dont fait partie l'ancienne planète emblématique Pluton. Je ne vais pas parler de toute l'histoire de Pluton, mais ça décrit en fait quelque part l'effort qu'il y a eu dans l'astrophysique de ces 200 dernières années pour mettre un cadre, quelque part pour préciser le cadre dans lequel le système solaire se trouvait, et puis nous donner l'image moderne que l'on a actuellement du système planétaire. Donc vous voyez, on a vécu pendant très longtemps avec ces planètes antiques. En 250 ans, on a élaboré le concept moderne de la situation dans notre système planétaire. Et puis il y a ce chiffre, c'est un chiffre un peu risqué parce que c'est 4277, c'était hier le nombre officiel de planètes que l'on considère comme étant détectées autour des autres étoiles.
Et ça s'est passé en uniquement 25 ans. Donc vous pouvez mesurer ce que maintenant on peut qualifier de révolution. C'est-à-dire qu'on a, en un temps relativement court par rapport aux étapes antérieures de la mise en place de la compréhension du système solaire, on a apporté tout d'un coup une nouvelle perspective. Alors c'est de ces 4277, vous voyez, mais plus, parce que ça change tous les jours, que l'on va parler dans cette conférence. Alors, en guise d'introduction également, j'aimerais quand même rester un tout petit peu sur les planètes du système solaire pour plusieurs raisons. La première chose, c'est que ça reste nos planètes de référence, parce que pour très très longtemps, ça va rester les seules planètes que l'on peut espérer connaître vraiment dans le détail, parce que simplement on peut y aller. On peut envoyer des satellites, on peut envoyer des sondes pour aller mesurer ces planètes. On a construit une compréhension extrêmement détaillée sur la formation de notre système solaire, ainsi que sur la nature de ces planètes, qui a un impact relativement important sur la manière dont on comprend les systèmes exoplanétaires. En fait, ça a énormément influencé la recherche planétaire. Et dans l'introduction, Jérôme mentionnait que ça a été une surprise, en fait, ces premières planètes, et c'est lié principalement au fait qu'on part justement de cette référence tout à fait naturelle, parce que c'est les planètes qui sont autour de nous. Alors, pour aller un peu plus dans le détail, on va ouvrir Jupiter, on va regarder un peu ce qu'il y a à l'intérieur, et si vous ouvrez Jupiter, ce que vous allez constater, c'est qu'en gros, Jupiter, c'est une planète qui est remplie de gaz, et ce gaz est le gaz primordial que vous trouvez dans l'univers, qui est l'hydrogène et l'hélium. Alors, il y a deux types de structures, je ne vais pas y revenir, c'est lié à la nature du gaz, mais ça reste un gaz, et c'est quelque part le même gaz que vous retrouvez dans le Soleil. La seule différence, c'est que dans le Soleil, il y en a 1000 fois plus. Mais en gros, vous êtes dans le même type de structure. Alors, ce qui différencie Jupiter du Soleil, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'il y a au centre, cette sorte de petit corps que vous avez là, ce petit noyau, qui est en fait plus un gaz, mais on va dire un tout petit peu le reste de tout ce qui est un peu plus massif. Donc, on peut imaginer un mélange de glace, d'ammoniac, et peut-être également aussi des éléments plus ressemblant à des cailloux, comme des silicates, des choses de ce genre. Donc, une planète, en ce sens-là, est différente d'une étoile qui, en gros, ne possédera que le gaz. Et juste pour les échelles de grandeur, si vous imaginez augmenter la quantité de gaz dans Jupiter d'un facteur 80, à ce moment-là, la pression que vous auriez au centre serait suffisante pour démarrer les réactions thermonucléaires et faire de cet objet une étoile, et donc de briller. Donc vous voyez, il y a une certaine ressemblance quelque part entre Jupiter et les étoiles par rapport à cet élément-là. Alors, quand on se déplace vers les planètes extérieures, Saturne ressemble énormément. Quand on se déplace vers les planètes extérieures, on les qualifie de géantes glacées, parce que là, on a aussi une structure également en couche, on a aussi un noyau, probablement assez semblable à celui de Jupiter. Par contre, la grande différence, c'est que l'hydrogène et l'hélium, dont je mentionnais avant, ne composent qu'une petite partie. En fait, c'est uniquement cette couche extérieure. Le gaz que vous allez retrouver, c'est également un gaz dans ses surfaces internes, est un gaz un peu plus lourd. On retrouve l'ammoniac, on retrouve le CO, le CO2, dont on parle beaucoup maintenant avec les réchauffements climatiques. Donc, quelque part, ces gaz plus lourds que l'on trouve en état de trace parce qu'ils sont noyés par l'énorme quantité d'hydrogène et d'hélium que vous avez, vous les retrouvez dans ces planètes géantes, glacées. Alors ça, c'est déjà un élément intéressant parce qu'on peut se poser la question pourquoi ? Pourquoi elles sont différentes ? Et les gens ont tendance à voir ces planètes géantes glacées comme quelque part une sorte de Jupiter qui n'a jamais grandi. Il n'a jamais eu l'opportunité d'assembler cette quantité énorme de gaz que vous avez dans Jupiter. Et vous allez voir que ça a un rôle plus tard. Et vous retrouvez après les planètes dites telluriques qui, en gros, ressemblent pas du tout aux planètes géantes, par la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de gaz, du tout, quasiment pas, on va dire. C'est à l'état marginal, principalement par le fait que vous pressurez les roches. Là, vous êtes vraiment dans des planètes qui sont lourdes. Plus vous allez vers le centre, plus elles sont denses, et vous avez quelque chose qui, en gros, serait quelque part uniquement ce noyau, bien que la nature de ces noyaux soit différente. Donc cette structure
on va dire complexe, c'est une vraie mine d'or pour les astrophysiciens, parce que vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi? Pourquoi vous avez un système comme ça? Alors, il y a eu énormément de travaux qui ont été faits pour essayer de donner un cadre pour comprendre ce cadre-là. Alors, on a exploré le système solaire, et en explorant le système solaire, il y a un autre élément qui vient s'ajouter à ça, c'est la troisième partie de mon introduction. Si vous imaginez que vous regardez le système solaire depuis en haut, ce qui est quelque chose de très difficile à faire du point de vue pratique à cause de l'énergie qu'il vous faut pour décoller du système solaire, vous verriez quelque chose comme ça. Alors là, c'est un diagramme avec beaucoup d'informations intéressantes. La première chose, c'est l'échelle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle 50 unités astronomiques, astronomical unit, ici. C'est 50 fois la distance entre le Soleil et la Terre. Donc ça sert de référence. 1, c'est la distance entre la Terre et le Soleil. Donc là, vous êtes à peu près dans une échelle qui correspond aux échelles du système solaire. Donc si quelqu'un vous demande « Qu'avez-vous appris aujourd'hui ?» Vous pouvez dire « Ah, maintenant, on sait que le système solaire, il est à peu près 50 fois la taille de la distance entre la Terre et le Soleil. » Ça vous donne un peu l'ordre de grandeur ici. Ce qui est intéressant dans cette image, c'est que vous retrouvez le Soleil au centre, vous avez les planètes dont j'ai parlé, vous les retrouvez avec cette couleur un petit peu bleu-magenta ici, et puis vous avez tous ces petits points verts, ou ces petits points, là vous ne les voyez pas rouges, ou là ici turquoise, ça c'est tous les petits corps que vous allez trouver dans le système solaire. Petits, ce n'est pas les tout petits, ils ont quand même ici une taille plus importante, je crois que c'est plus important de 50 mètres ici, mais ce n'est pas des planètes, au sens où ce n'est pas des astres qui sont totalement sphériques. C'est comme ça qu'on définit un objet typiquement planétaire. Donc on se retrouve entre une planète naine et aux astéroïdes. Alors, il y a plusieurs astéroïdes, je ne vais pas vous les détailler en fonction d'où ils se trouvent, mais ce qui est important de constater, c'est qu'on a, au gré de l'exploration du système solaire, on a découvert cet énorme ensemble d'objets qui se trouve au-delà de Neptune, qui porte, cette région porte le nom de ceinture de Kuiper. Elle a été prédite par plusieurs astronomes, et on a beaucoup d'objets qui maintenant sont appelés de manière commune des objets transneptuniens parce qu'ils sont au-delà de l'orbite de Neptune. Et c'est dans cette catégorie que l'on en fait, identifie la planète naine de Pluton. C'est la raison pour laquelle principalement Pluton n'est plus une planète. C'est parce qu'elle se trouve évoluer dans cette zone et quelque part c'est une zone qui n'est pas vide d'objets. Alors, ce qui est intéressant dans cette image, il y a beaucoup de choses, on aurait beaucoup de choses à dire sur cette image, mais ce qui est intéressant de constater dans cette image, c'est la forme de cette image. Vous avez ici un système vu d'en haut, et quelque part, vous avez une forme de type circulaire. Alors, si vous mettez sur la tranche, vous verriez juste une petite tranche. Donc, en fait, vous vous trouvez avec une configuration sur la forme d'un disque. Cette configuration de forme de disque, elle joue un rôle absolument fondamental pour comprendre l'origine des planètes. C'est ce qui fait que la formation d'une planète est très différente de la formation d'une étoile. C'est cette structure qu'elle a. Alors, on va faire un petit exercice maintenant. On va quitter le système solaire et on va aller observer une étoile qui se trouve, je ne me souviens plus exactement la distance, mais de l'ordre de 300 années-lumière, qui est jeune. C'est-à-dire qu'elle est dans un stade de sa vie où on a encore des planètes qui se forment. Donc jeune pour une étoile, ce n'est pas exactement jeune comme nous. On parle quand même de quelques millions d'années, mais par rapport à l'échelle de vie d'une étoile comme le Soleil, qui se compte en milliards d'années, elle est jeune. Alors, on va faire le voyage maintenant. Regardez bien l'échelle. Ça, c'est le système solaire que vous avez maintenant. Ça, c'est un système solaire en formation. C'est la même échelle que j'ai mis. Donc, vous imaginez que le système solaire, il y a très longtemps, il était comme ça. Alors ça, c'est très intéressant. Il y a plusieurs choses intéressantes ici. D'abord, vous pouvez vous poser la question, pourquoi il a cette forme? Alors là, avec quelques cours de physique, on dit simplement que c'est la conservation du moment angulaire, mais du point de vue pratique, ça revient à dire que dans l'espace, toutes les directions ne sont pas totalement équivalentes dans la mesure où vous avez quelque chose qui tourne. Dès que vous avez quelque chose qui tourne, vous avez un axe préférentiel qui est l'axe de rotation. Aussitôt que vous avez un axe de rotation qui se définit sur un objet, à ce moment-là, il y a une structure qui s'organise autour de l'axe de rotation et vous finissez par avoir un disque. Donc en gros, le disque va tourner et la matière va s'organiser sous la forme d'un disque. Pour les échelles, ici, je vais juste vous remettre Jupiter, donc Jupiter se trouverait là. Donc cette image,
c'est une image, on va appeler thermique. Donc si vous prenez vous utilisez des images infrarouges, vous voyez les profils thermiques des gens, c'est la même chose. Simplement, on n'est pas dans la même échelle. Souvent, en astronomie, les échelles sont un peu différentes. Ça reste très, très froid. Donc, je vous rappelle que le 0 degré que l'on définit ici, qui est défini simplement par le passage de l'état de glace à l'état liquide de l'eau, en termes de zéro de la physique, c'est quand même plus de 173 degrés par rapport au zéro absolu. Donc, on va dire, on est dans cette échelle-là, dans l'échelle humaine. Donc, l'univers, il a 3 degrés absolus. C'est lié à son histoire, c'est quelque part une trace de sa formation. Cet objet, il est entre 10 et 50 degrés absolus. Donc en fait, il brille de sa propre chaleur, et pour détecter cette chaleur qui est quand même très très froide, donc l'on parle d'objets à moins 250 degrés centigrades, ben vous utilisez un domaine de longueur d'onde qui est millimétrique, qui est ces antennes que vous voyez en bas, qui est sur les sites des hauts plateaux de Schnastangor, qui s'appelle ALMA. Donc on a des images comme ça, on en a énormément de ces systèmes en formation. Donc on sait que les planètes se forment dans des disques. La formation d'une planète dans un disque a plusieurs conséquences majeures. Alors pour essayer de vous expliquer la conséquence de la formation de planète dans un disque, on va regarder cette fois-ci le même genre de disque, pas évidemment sur la même étoile, mais sur la tranche. Donc, je vais vous montrer maintenant un disque, mais vu sur la tranche. Vous imaginez qu'on est en train de regarder depuis la tranche et non pas depuis en haut, comme on le voit maintenant ici. Qu'est-ce qu'on voit? Alors, je vais vous mettre 2 images qui sont, je pense, le nec plus ultra du type d'image que l'on peut produire en astronomie. La première chose, c'est une image qui est obtenue par le Hubble Space Telescope. Alors, j'en profite pour saluer Claude Nicolier dans la salle. Merci d'avoir réparé le télescope, parce qu'on peut faire ces énormes images. C'est une image d'une étoile proche, qui est Beta Pectoris, qui possède un disque, et vous voyez ce disque, ici, je vais y revenir après, aligné, et on cache l'étoile, parce qu'on est complètement aveuglé par la lumière de l'étoile, avec ce gros disque noir. Et l'autre image du bas, c'est exactement la même image, avec les mêmes échelles de distance. Vous avez l'échelle, vous avez 100, vous voyez, rappelez-vous du 50, donc on se rend compte que c'est un peu plus grand que la structure que je vous ai montrée avant. C'est l'image observée avec le radiotélescope ALMA, qui va observer dans une longueur d'onde un gaz, en l'occurrence. Un gaz, on va simplifier, on va dire un gaz, ça ne changerait pas beaucoup en fonction du gaz qu'on utilise. Alors, la raison pour laquelle je vous montre ces images, c'est que comme elles sont à la même échelle, il y a un concept physique extrêmement profond dans ces images. Ils n'ont pas le même diamètre d'extension verticale. Vous voyez? L'image du haut est quasiment une extension presque négligeable. Celle du bas, elle a une grosse épaisseur. Parce qu'en fait, vous voyez, sur le même objet, vous voyez 2 choses complètement différentes. L'image du haut, c'est une image qui est faite dans les rayonnements visibles. Et ce que vous voyez, c'est la réflexion de la lumière de l'étoile sur toutes les particules que vous avez dans le disque. Donc en fait, vous voyez vraiment ce que les particules vont vous renvoyer comme image. Donc on pourrait dire que c'est des tas de petits miroirs que vous voyez ici. Donc en fait, vous allez avoir une cartographie des particules. Alors quand je dis particules, c'est tout objet qui est considéré comme un solide. Tandis qu'en bas, vous allez voir un gaz. Un gaz n'a pas la même structure physique et n'obéit pas aux mêmes lois dans ce genre de système que les particules. Alors, pourquoi cela? La raison profonde, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle l'équilibre hydrostatique, mais du point de vue pratique, vous pouvez faire une expérience, vous montez au sommet du Mont Blanc, vous jetez un caillou, il va tomber. En gros, s'il n'y a rien, il va tomber jusqu'en bas, jusqu'à arriver jusque dans la vallée. Vous prenez du gaz, si vous pouviez faire une image du gaz, il ne va pas tomber, le gaz. Le gaz, il va rester. La preuve, vous respirez quand même. Pas très bien, mais vous respirez quand même au sommet du Mont Blanc. Donc le gaz, de manière naturelle, va se structurer avec les effets de pression. Évidemment, il y en aura moins en haut qu'en bas. Donc il y a une sorte d'équilibre qui va se mettre en place, ça s'appelle l'équilibre hydrostatique, qui va faire que le gaz va avoir une étendue beaucoup plus importante. Alors pourquoi c'est important ça? En fait, ce qui va se cacher, c'est comme vous êtes dans un disque, vous avez une température différente si vous êtes très près de l'étoile ou très loin de l'étoile. C'est assez logique. Vous êtes près de l'étoile, donc vous recevez beaucoup de rayonnement, vous allez beaucoup plus loin, il fait beaucoup plus froid.
Imaginez maintenant que vous avez un gaz, et je vais prendre un gaz très simple, je vais prendre de l'eau. Alors bon, il y a l'élément liquide, mais l'élément liquide n'existe pas dans le vide cosmique, donc vous avez soit un gaz d'eau, hein, de l'eau gazeuse, forme gazeuse, soit vous avez de l'eau solide, donc de la glace ou de la neige, tout ce que vous voulez, mais qui correspond à quelque chose de solide. Donc en fait, il y aura un moment donné dans le disque où le gaz d'eau n'existera plus, parce qu'il fait trop froid. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va devenir solide. Comme il va devenir solide, il va tomber, comme votre caillou au sommet du Mont Blanc. Donc on va passer d'une structure qui sera très très importante à une structure très fine. Évidemment, ce n'est pas uniquement valable pour l'eau, mais vous avez la même chose pour d'autres gaz, par exemple le gaz CO, CO2, donc monoxyde de carbone, dioxyde de carbone. La même chose, vous pouvez aussi le faire passer, alors il faut aller un peu plus froid, mais de l'état gazeux à l'état solide. Ça va avoir une conséquence énorme, c'est que vous allez vous retrouver en fait avec une distance où vous aurez une quantité phénoménale, en gros, si c'est de l'eau, de la neige. Vous voyez, dans le Canada, vous avez des mètres de neige, hein, dans le Canada, et bien, il y a des endroits, il n'y a pas de neige du tout. Et ça, en termes de formation planétaire, l'impact sera énorme. Parce que vous allez vous trouver dans des régions de disques où vous aurez énormément de matériaux solides qui vont pouvoir se mettre les uns face aux autres, et les uns avec les autres. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous collés les uns contre les autres ici. Ils sont tous en train d'osciller dans la zone centrale, et ils sont vraiment, comme si vous allez faire vos courses le jour de Noël, tout le monde se rentre dedans. Bon, c'était avant Covid, ça, mais tout le monde se rentre dedans, et vous allez avoir une agglomération et une formation extrêmement rapide du noyau. Si le noyau se forme très rapidement, vous allez très vite dépasser une sorte de masse critique où le noyau va devenir tellement lourd qu'il va commencer à attirer tout le gaz qu'il y a autour. C'est la raison pour laquelle on avait, jusqu'au mois d'octobre 1995, une très bonne compréhension de la formation des planètes. Parce qu'on disait, c'est très bien, les grosses planètes sont très loin à cause de ce mécanisme. Les planètes géantes gazeuses, elles sont encore plus loin parce qu'en fait, il y a un peu moins de matériaux, vous êtes loin, donc il y a une bonne raison pour laquelle elles ont mis plus de temps pour se former, donc elles n'ont pas réussi à se former. Puis si vous êtes trop près, en gros, il n'y a pas de gaz parce qu'en fait, ça met tellement de temps, vous avez tellement peu de particules solides, en gros, vous n'avez plus de gaz, vous n'avez que les particules solides qui vous restent pour faire des planètes. Voilà, donc vous pouvez imaginer ce qui s'est passé quand en 1995, avec Michel, on a mis en évidence une planète géante qui était censée se trouver loin à cause de ce phénomène. Elle se trouvait justement pas au bon endroit. Elle se trouvait extrêmement proche de son étoile. Alors, je ne vais pas revenir sur toute l'aventure. Je vais juste mentionner pour les gens qui ne sont pas familiers avec l'approche qu'on a eue. Ce qui s'est passé, c'est que voir une planète, c'est extrêmement difficile. Ça reste toujours très difficile. On a quelques cas, mais c'est très difficile. Vous avez des moyens relativement, on va dire, simples pour essayer de détecter la présence d'une planète. Ça consiste à regarder son étoile, puis à trouver quelque chose qui vous indique qu'il y a une planète. Donc là, vous voyez que quand il y a une planète qui tourne autour d'une étoile, en l'occurrence, on voit le changement de position de l'étoile sur son centre de gravité, et donc la vitesse qui va changer, ça représente la couleur ici de la longueur d'onde. Donc vous arrivez à mesurer par une technique qui s'appelle Doppler ces vitesses et ces changements de vitesse, ce qui vous permet de déterminer qu'il y a une planète autour de cette étoile. Vous avez aussi ce moment-là, qui est un moment un peu spécial, où la planète passe juste devant son étoile. Alors, ces techniques-là, le transit, c'est la terminologie, et la technique dite des vitesses radiales dominent actuellement le domaine des exoplanètes. Et il y a toute une série d'instruments, de satellites actuellement, qui est à l'origine de cette moisson extraordinaire de planètes. Alors, on va faire maintenant un bond dans le temps. On va passer de la première planète en 1995 à aujourd'hui. Donc, je me suis amusé à essayer de vous montrer une figure qui résume l'état de nos connaissances hier. Ça a peut-être changé aujourd'hui, mais c'est hier. Donc, tout ce que vous allez voir, c'est vraiment comme ça, c'est vraiment ce qu'on connaissait. Alors, ces deux diagrammes qui sont assez compliqués a priori, mais qui peuvent s'expliquer de manière simple. Vous avez deux diagrammes ici qui répartissent, chaque point, c'est une planète qu'on a trouvée autour d'une autre étoile. Alors, pour vous aider, j'ai mis aussi les planètes du système solaire, parce qu'on va parler de période, en jours, ici et là, et on va parler soit de masse, soit de rayon. Alors, vous remarquez, j'ai séparé masse-rayon, parce que la masse, c'est ce que vous avez quand vous mesurez les changements de vitesse. Les tailles des planètes, c'est ce que vous avez quand vous mesurez des transits. Il s'avère que dans certains cas, vous pouvez faire les deux. Donc,
les couleurs, en fait, le code de couleur vous permet de savoir quoi est mesuré par quoi. Le bleu, en l'occurrence, c'est le transit, le rouge, c'est la vitesse radiale, mais ce n'est pas très important pour la discussion ici. Donc la première chose, j'aimerais attirer votre attention, c'est qu'on va regarder une planète qui se trouve à petite période, donc on est ici à 1 jour, 10 jours, 100 jours, 1000 jours, c'est une échelle dite logarithmique, chaque fois les pas sont plus grands, et ici, identique, vous avez ici un rayon terrestre, vous avez ici 10 rayons terrestres. Donc vous voyez, Jupiter, c'est 10 rayons terrestres, 10 fois le rayon de la Terre, ça donne le rayon de Jupiter, puis vous avez ici, vous obtenez la période de Jupiter, qui correspond à un peu plus de 10 ans, 5 années-lumière. 5 unités astronomiques, pardon. Ici, vous avez la même chose en masse. Vous avez 300 fois la masse de la Terre. C'est la masse de Jupiter, 300 fois. Et également la période. Alors, j'ai mis la Terre également pour vous aider. Et j'ai mis Vénus également pour vous aider. Alors, une planète comme 51 Pégase, qu'on a trouvée il y a 25 ans, vous pouvez voir où elle doit censée se trouver. Hein, courte période, masse de Jupiter, elle est dans ce paquet-là. C'est une de celles-ci qui a été mesurée. On n'a pas seulement leur masse, certaines sont en transit, elles sont là, on mesure leur taille. Je vais revenir après, on a des tailles qui ne sont pas très loin, un peu plus grandes que les tailles de Jupiter. Donc on retrouve ici, quelque part, l'élément de surprise, parce que, a priori, la seule planète que l'on attendait dans ce gamme de masse, c'était celle-ci. Donc vous pouvez imaginer la difficulté qu'on a eue. En plus, ça a pris à peu près 4 ans pour convaincre la communauté qu'une planète de ce type-là existait vraiment, bien qu'on n'a que des planètes comme ça, de cette taille et de cette masse dans le système solaire. Maintenant, ce qui est extraordinaire dans ce domaine des exoplanètes, c'est que chaque fois qu'il y a eu une amélioration, et il y a eu une mention de HARPS, il y a toute une génération d'instruments qui ont été développés, on a chaque fois découvert quelque chose de nouveau. On a progressivement détecté des planètes qui étaient plus semblables aux planètes de notre système solaire, par exemple des planètes comme Jupiter, vous voyez, on en a quelques-unes ici. On a détecté aussi des planètes étranges qui n'avaient pas d'équivalent dans le système solaire en descendant dans les masses et dans les tailles. Donc il y a tout un ensemble maintenant de planètes qu'en général, on identifie comme 3 grands types distincts de planètes. On a ce qu'on appelle les planètes dites de Jupiter chaud, parce que c'est des planètes qui ressemblent à Jupiter, mais elles sont tellement proches qu'elles sont très chaudes, d'où la terminologie Jupiter chaud. 51 Pégase fait partie de celle-ci. On a les planètes qui sont des Jupiters plus ou moins classiques, plus ou moins parce qu'il y a d'autres éléments dont je ne vais pas mentionner, qui est la forme de l'orbite, et beaucoup de ces planètes ont des orbites un petit peu étranges. Vous remarquez également qu'il y a beaucoup de planètes sur ce diagramme qui ont des masses plus importantes que Jupiter. Et Jupiter est là, mais vous en avez qui sont 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois. Ça pose une question qui n'est pas très claire, c'est où est-ce qu'on s'arrête? Alors on sait que quand on arrive à 80 fois, c'est une étoile. Donc ça, c'est facile, mais il y a tout un domaine entre les deux qui porte le nom technique de naine brune, qui est un domaine un petit peu obscur actuellement dans lequel on a de la peine à savoir est-ce qu'une planète qui a 10 fois la masse de Jupiter, c'est une planète. Donc je ne vais pas vous entraîner dans ce débat, mais juste pour attirer votre attention qu'on a des objets qui sont plus massifs que Jupiter. Donc évidemment, il faudra qu'il y ait une capacité à attirer plus de gaz si le mécanisme dont je vous ai décrit avant s'applique. Donc ça, c'est une autre catégorie. On a assez peu d'objets entre les deux. On en a quelques-uns, mais assez peu, comme si c'était ou vous étiez là ou là. Donc là, je vais revenir un tout petit peu pourquoi il y a cet élément-là. Alors la grosse surprise, ça a été la découverte de cette population ici. Là, vous l'avez en masse. Vous l'avez ici dans les transits, donc en taille. Donc on parle d'objets qui se situent entre la Terre et Neptune, tant par leur masse que par leur taille. Alors ça a donné beaucoup de créativité aux astrophysiciens qui ont inventé le nom de super-Terre, mini-Neptune, mini-Saturne dans certains cas. Tout ça pour masquer les niveaux d'ignorance que l'on a sur la vraie nature de ces objets. Je vais y revenir, on fait des progrès. Tout n'est pas perdu, mais simplement, c'est une population qui est très difficile à comprendre, simplement parce qu'on n'a pas d'équivalent. Alors, on a des objets de la taille de la Terre, sûrement, on a des objets de la masse de la Terre, sûrement, on a même les deux, on n'en a pas beaucoup, mais ils sont tous, mais vraiment tous, rôtis par l'étoile, parce qu'ils sont très proches. Vous avez tous bien compris, là on a 10 jours de période, donc on a cette population qui est une population énorme d'objets qui en plus ont la bonne idée d'apparaître ensemble, donc on n'a pas seulement une planète, on en a plusieurs sur une même étoile. Alors, ce qui est intéressant de se poser comme question, c'est quelles sont les planètes que l'on observe de manière plus commune
autour de nous, en fait, dans notre galaxie. Et on peut faire un exercice qui est très difficile, qui n'est pas du tout évident, qui est d'essayer de déterminer ce qu'on appelle des taux de présence. Donc, si j'observe une étoile, quelle est la probabilité que je tombe sur une planète comme celle-ci, ou comme celle-ci, ou comme celle-ci? Donc là, il y a beaucoup de papiers qui existent. Certains sont un peu plus conflictuels que d'autres, mais on arrive quand même à une sorte de consensus global. Voici les chiffres de probabilité de tomber sur ces planètes si vous observez une étoile. Donc imaginez ce soir, malheureusement il pleut, et si vous imaginez une étoile dans le ciel, une étoile qui ne serait pas trop différente du Soleil, il ne faudrait pas prendre une étoile géante, eh bien vous auriez ces taux de probabilité d'avoir une planète autour d'une étoile. Alors ces chiffres sont quand même assez impressionnants. D'abord, vous réalisez quelque chose, qu'il n'y a pas tellement de ces Jupiters chauds, il y en a assez peu, qui fait dire à d'autres qu'on a eu un petit peu de bol. C'est pas faux. On n'a pas eu un bol énorme, mais quand même, on avait un nombre d'étoiles limité, et il y avait une certaine probabilité qui n'était pas énorme. On n'était pas les premiers à chercher des planètes. Il y a eu un groupe malheureux, un groupe canadien malheureux, qui avait très peu d'étoiles, et que du fait du nombre relativement restreint d'étoiles qu'ils observaient, eh bien, ils n'ont pas eu la chance d'avoir une planète comme ça. Nous, on en avait plus, on est parti avec Michel avec beaucoup plus, puis une centaine d'objets. Donc en fait, le fait qu'on ait eu une pêche miraculeuse était une conséquence du nombre d'objets qu'on avait. Alors bon, on l'aurait peut-être pas trouvé tout de suite, on aurait peut-être mis quelques années, mais le fait qu'existe, voilà le taux à peu près approximatif. On a 10% jusqu'à 50%, donc c'est un nombre très très difficile à obtenir, parce que ça dépend un peu de la masse que vous allez compter, ça dépend un peu des distances que vous allez estimer, d'objets qu'on pourrait qualifier de pas trop différents de notre propre Jupiter. Alors là, c'est poser une question importante, comment ça se fait qu'on ait ces objets-là et qu'on ait ces objets-là? Et ce que les gens ont réalisé, très tôt d'ailleurs, c'est quand vous formez une planète dans un disque, il y a des tas d'autres effets dont vous devez tenir compte, en particulier l'interaction que vous avez entre la planète et le disque. Alors, je ne vais pas vous faire une explication compliquée là-dedans, une expérience très simple que vous pouvez faire, vous prenez un pot de miel liquide, puis vous tournez autour avec le bras, avec votre doigt, vous allez réaliser qu'il y a un certain frottement, puis vous avez des petites vaguelettes qui se forment, donc quelque part, votre doigt ressent le pot de miel, puis votre pot de miel ressent le doigt également. Donc il y a une interaction de gravité entre le disque et la planète qui fait que ça provoque des mouvements. Donc le concept essentiel qui a émergé au cours de ces 25 dernières années, c'est quand vous formez une planète à un endroit, ça ne veut pas forcément dire qu'elle va y rester. Ça veut dire qu'elle va se déplacer. Alors vous me direz, c'est bien joli comme explication, mais alors quid du système solaire? C'est une très bonne question. J'aimerais bien y répondre. On ne sait pas encore. Parce qu'on a relativement peu, et vous le voyez sur ce diagramme, de planètes comme le système solaire. Vous remarquez le vide complet de planètes que vous trouvez ici, Là, vous en avez très peu en taille. Ça, c'est parce que la méthode dite des transits est très sensible à la distance. Plus vous êtes proche de votre étoile, plus la probabilité que vous soyez dans le bon alignement est importante. Alors moi, c'est ce que j'appelle, ça c'est le cadeau de la nature. C'est le cadeau de la nature parce qu'on peut après se dire, oui, il y a des étoiles, ces planètes, elles sont bizarres, ou finalement, vous avez de la chance, etc. En fait, la nature, quelque part, nous a surpris en nous montrant qu'il y avait une quantité très importante de planètes à courte période. Vous avez un chiffre ici entre 50 à 80% de planètes comme ceci. Ça vous dit déjà que l'énorme majorité des étoiles n'ont pas de planètes comme le système solaire. Si vous avez le 80% des étoiles qui ont des planètes de ce type-là, elles ne sont pas identiques à celles-ci, elles sont différentes. Donc ça, c'était un cadeau, parce qu'il s'avère que les techniques dites de vitesse radiale marchent mieux quand vous avez des petites périodes. C'est plus facile de faire le tour de la période, il y a beaucoup plus de signal, et surtout, la probabilité d'avoir un transit est beaucoup plus importante. Donc, quelque part, si on n'avait pas eu ce coup de chance sur l'existence de ces planètes, on serait très très loin du nombre actuel, et probablement, la thématique des exoplanètes ne serait de loin pas aussi avancée. Donc, on a eu de la chance, quelque part, d'aller explorer un territoire totalement inconnu, et que la nature nous ait surpris en nous montrant une diversité beaucoup plus abondante que la diversité qu'on avait accès dans notre système solaire. Et ça, je pense que c'était un message très important, c'est quelque part, c'est ce côté d'horizon. On a agrandi, et ça a été mentionné par le comité Nobel, on a en fait recentré, on a recalé
le système solaire par rapport à l'ensemble des systèmes solaires. Donc on a continué de faire ce qu'ont fait nos pères, nos maîtres dans le passé, mais dans un cadre un peu plus général, dans le cadre des planètes extrasolaires. Alors voilà, donc ça c'est la situation actuelle. C'est clair qu'on travaille beaucoup, en l'occurrence le département d'astronomie est fortement engagé dans plusieurs expériences pour essayer de trouver ces objets. On va les trouver, il n'y a aucune raison qu'on ne les trouve pas, pour autant qu'il y en ait beaucoup. Et ça, on ne sait pas. Donc c'est des éléments intéressants. Évidemment, je vois déjà à quoi vous pensez. Si vous imaginez que vous cherchez des systèmes pour lesquels vous devez avoir une évolution du vivant, vous vous dites, s'il n'y a pas beaucoup de planètes comme nous, donc ça ne va pas être si simple de trouver de la vie sur d'autres planètes. Et c'est une très bonne question, je vais y revenir un petit peu plus tard. L'autre élément intéressant de toutes ces mesures, c'est qu'il y a certaines planètes pour lesquelles on a la chance d'avoir en même temps une mesure de masse et une mesure de taille ou de diamètre ou de rayon. Alors ça, c'est très intéressant parce que là, vous ouvrez un domaine de l'astrophysique qui est complètement neuf, que l'on qualifie de planétologie. Simplement, vous n'avez plus 8 planètes seulement à étudier, ben vous en avez 4000. Là, en l'occurrence, il n'y en a pas 4000, mais il y en a plusieurs centaines. Donc ça, c'est un diagramme qui rassemble toutes les planètes avec des petites barres pour les marges d'erreur. Bon, ça, c'est vraiment pour les experts. En termes de masse, donc vous retrouvez un peu de nouveau Jupiter. Hein, voilà, je vous aide, 300 à la masse de la Terre, 10 fois la taille de la Terre. J'ai mis Saturne, et puis j'ai mis Neptune ici, pour vous aider un tout petit peu. La Terre serait là, 1, 1. Elle est là. Alors, je vais vous aider un peu à voir ce diagramme. Alors, ça, c'était une vraie révolution, parce que, quelque part, à ce moment-là, vous vous trouvez dans une situation où vous avez passé votre temps à étudier avec beaucoup de détails les planètes du système solaire, et puis tout d'un coup, vous en avez des centaines qui ne sont pas exactement comme vous l'attendez. Alors, quand vous comparez aux planètes du système solaire, il y a quelque chose qui vous frappe tout de suite, c'est que vous n'avez pas cette division radicale entre des planètes de type tellurique, des planètes de type géante glacée et les planètes de type géante. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de trou. Vous voyez, il y a un petit peu, mais il n'y a pas vraiment de trou dans ce diagramme. Donc la nature, en fait, est beaucoup plus diversifiée et que l'apparence de diversification qu'on a dans le système solaire est peut-être vraiment spécifique à l'histoire de nos systèmes solaires, mais que vous retrouvez une capacité dans la formation des planètes de faire à peu près toutes les planètes que vous pouvez avoir en tête. Et quelque part là, moi je dis toujours, on a dépassé les meilleurs films de science-fiction dans la diversité des planètes qu'on pouvait produire. Alors, pour vous donner une petite lecture de ce qu'on a, on a Jupiter ici. Alors, ce qui a surpris très vite les gens depuis le début, c'est que les planètes qu'on a trouvées, essentiellement, ont des tailles un peu plus grandes que Jupiter. Elles sont tout au-dessus, ici. On imagine que c'est une conséquence du fait que ces planètes sont quand même relativement chauffées par leur étoile et quelque part la structure physique de la planète est affectée par ça. On ne sait pas encore exactement qu'est-ce qui produit cette expansion, mais on imagine que c'est un élément important qui explique le fait qu'elle se trouve au-dessus. Vous remarquez aussi qu'on a aussi des planètes qui ont l'air de bien ressembler à Jupiter. Alors, pour vous aider, il y a des modèles relativement sophistiqués de la structure de Jupiter qui prédisent, si vous prenez Jupiter puis vous diminuez sa masse, voilà la manière dont le rayon va évoluer, en utilisant la structure dont je vous ai montré au tout début. Donc vous avez cette ligne ici en trétillé qui vous dit en fait où une structure de type Jupiter se trouverait. Donc vous voyez que Saturne fonctionne bien. En gros, Saturne ressemble à Jupiter, c'est un peu plus petit. Vous pouvez encore descendre, Puis à un moment donné ici, quand vous arrivez à la masse de Neptune, vous êtes quand même trop gros par rapport à Neptune. Donc c'est ce que je vous ai dit. La raison pour laquelle vous êtes trop gros, c'est parce que dans Neptune, vous avez beaucoup moins de gaz. Donc le fait que vous ayez beaucoup moins de gaz, pour la même quantité de masse, pouf, vous allez descendre d'un coup. Et ça, c'est un concept intéressant, c'est que la mesure simultanée de la masse et du rayon commence à vous dire une histoire sur la manière dont la planète se structure. Vous avez accès à des éléments de la structuration de cette planète. Alors, on a créé une autre structure ici pour vous aider, qui est la structure de la Terre. Donc, vous prenez le modèle terrestre, puis vous imaginez que vous rajoutez de la matière. Quand vous allez rajouter de la matière, imaginons qu'on puisse faire 10 fois la masse de la Terre, vous allez augmenter la taille, et ça va suivre cette ligne verte. Donc vous partez d'ici, et vous voyez qu'il y a un nombre de planètes qui semblent suivre ce qu'on appelle la densité moyenne de la Terre. Donc on peut imaginer, quelque part, que ces planètes pourraient avoir une structure semblable à la Terre. Maintenant, si vous regardez attentivement, vous remarquerez qu'il y en a qui sont en dessous, donc elles sont plus denses, vous seriez plus dans quelque chose de type Mercure,
Et puis, il y en a quand même pas mal qui sont au-dessus, pour la même masse, qui commencent à se rapprocher de cette ligne bleue, qui est une sorte de planète hypothétique qui n'existe pas, qui est une sorte de modèle pour astrophysicien qui fait de la théorie planétaire, où il a rempli sa planète d'eau. Donc, ce n'est pas possible parce qu'on sait qu'il doit y avoir un corps, on doit y avoir une structure, mais si vous prenez de l'eau, puis vous laissez l'eau se stabiliser, vous avez l'eau, c'est plus de l'eau au centre, c'est même de la glace, hein, de la glace chaude, donc ça paraît un peu incroyable, mais ça se compresse, vous allez avoir cette sorte de ligne ici, dans laquelle on est un petit peu en dessous de Uranus, ce qui est normal, parce que là, il vous faudra, pour monter sur Uranus, vous devez rajouter de l'hydrogène. Donc là, vous avez un concept intéressant, vous êtes sur Jupiter, vous enlevez un peu d'hydrogène et d'hélium, pouf, vous descendez. Maintenant, si vous voulez, vous partez d'une planète avec de l'eau, puis vous rajoutez l'hydrogène et l'hélium, vous remontez sur Neptune. Tout ça pour vous dire que vous pouvez jouer un peu avec ça. C'est un peu comme un jeu de Lego ici. En fonction de ce que vous mettez dans votre planète, vous allez vous promener un tout petit peu dans ce diagramme. Et la grosse surprise a été de trouver une population planétaire qui était beaucoup plus diversifiée que ce qu'on imaginait, avec des planètes qui pouvaient avoir quelquefois la masse de la Terre, mais qui avaient l'air d'être de type terrestre. Mais dans la même masse, vous trouvez également d'autres planètes qui sont là, et puis même qui sont au-dessus. Ça veut dire que là, vous devez avoir une énorme quantité d'hydrogène dans ces planètes, ce qui est difficile à expliquer dans certains cas. Il y a des cas un peu étranges ici, bon, c'est un objet qui est débattu. Donc tout ça pour vous montrer que ça, c'est la mine d'or des astrophysiciens actuellement, c'est la mine d'or des PhD students, c'est là-dessus qu'il y a un énorme travail qui se fait, parce que quelque part, on est en train de construire, on va dire, un modèle généralisé de la structure planétaire. Et évidemment, on le rapporte au système solaire, parce qu'en observant la diversité des planètes, on regarde le système solaire de manière différente. Et on a réalisé que le système solaire avait une histoire peut-être plus mouvementée que ce qu'on pensait. Certaines planètes auraient très bien pu s'échanger les orbites. Il y a eu beaucoup de développement et d'intérêt pour ce type d'études. Ça, c'est ce qu'on fait maintenant dans l'astrophysique moderne. C'est l'apport principal des exoplanètes. Alors, maintenant, j'aimerais vous montrer comment on peut aller un petit peu au-delà de tout ça. Je vous ai parlé, mettre de l'hydrogène, enlever l'hydrogène. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on peut aller un peu plus loin sur ces planètes en utilisant un élément d'observation. Alors, comme c'est un cours, je vais essayer de vous expliquer ce qu'on fait du point de vue pratique. Quand on mesure un transit, alors je le fais parce que c'est ce que fait Keops ici. C'est intéressant de voir comment il fonctionne. En gros, l'image que vous avez ici, elle se lit de la manière suivante. Vous avez le temps qui passe dans cette direction. En fait, on l'a bouclé pour qu'il revienne tout le temps. C'est un peu une boucle sans fin qui revient sur elle-même. Et vous mesurez la quantité de lumière que vous observez de l'étoile. Et vous avez cette courbe qu'on appelle une courbe de lumière. Donc c'est pour ça que vous allez simplement mesurer la lumière. Et vous avez à un moment donné un transit quand la planète va passer devant son étoile, elle va obscurcir une petite partie de l'étoile, ce qui fait qu'on va perdre la lumière. Alors là, c'est assez peu, là, c'est quelques pourcents, et c'est comme ça qu'on mesure la taille des planètes. Alors moi, ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas le transit, en tout cas pas tout de suite, c'est les autres petits signaux que vous avez là, dont vous retrouvez un zoom ici en bas, qui est ce qu'on appelle ici une éclipse secondaire ou une éclipse. C'est le moment où la planète passe derrière son étoile. Ce n'est pas la planète qui passe devant cette fois-ci, hein, ça c'était là. Là, elle passe derrière. Alors c'est un moment un peu magique, parce qu'enfin, vous êtes débarrassé de la planète. Vous ne voyez que l'étoile. Donc ça vous donne une référence très importante sur la quantité de lumière qui vient vraiment de l'étoile. Alors c'est ce que j'essaye de vous montrer ici. Là, vous avez le zoom qui est en fait le moment où vous ne voyez que l'étoile. Ça veut dire que toute cette lumière-là, ça vient de l'étoile. Parce que c'est celle que vous voyez à ce moment-là. Donc, le reste, c'est quoi? C'est la planète. Donc, toute cette information que vous avez là, c'est la lumière qui vient de la planète. Donc, par un petit jeu comptable, on va dire, de soustraction, on va réussir à mesurer la quantité de lumière qui est émise par la planète. Alors, elle peut être émise de deux manières. Elle peut être émise par réflexion, un peu comme un miroir, plutôt dans le visible, ou alors elle peut être émise du point de vue thermique, parce que votre planète va émettre de la lumière, et là c'est plutôt dans l'infrarouge que vous allez l'observer. Donc on mesure, plus que la taille et la masse de la planète, on va mesurer quelque part sa structure extérieure, indépendamment si elle a une atmosphère ou pas. Une planète sans atmosphère va émettre un signal qui est lié à sa géologie. Vous changez la géologie, vous allez changer le signal.
Si vous avez une atmosphère, c'est encore mieux, vous allez avoir à ce moment-là une émission de type atmosphère, donc vous allez pouvoir recueillir une quantité phénoménale d'observations. Ça fait une dizaine d'années que maintenant on utilise ce genre de signaux, et c'est le but des satellites. C'est en partie le but de cœur, parce que pour faire ça, il faut être très, très, très précis, et c'est très difficile à faire depuis le sol. Alors, il y a autre chose qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut utiliser le transit de manière un peu plus intelligente, et là, on a un peu moins besoin de l'espace, on peut utiliser les grands télescopes sur le sol, de la manière suivante. Quand vous avez de la lumière qui va non pas être obscurcie par la planète, mais en fait arriver juste à travers l'atmosphère de la planète, vous allez avoir un peu le même effet que vous avez quand vous avez un coucher de soleil. Vous allez voir la lumière qui va changer. Vous voyez, le fait que le ciel devienne rouge, c'est parce que vous avez une diffusion de la couleur bleue qui, en fait, ne va plus être visible directement, et vous allez voir principalement le rouge. Et ces effets-là sont liés à la composition de l'atmosphère. Si vous avez beaucoup de pollution, vous avez des couchers de soleil absolument extraordinaires. Ce n'est pas très bon pour la santé. Hein. Pour ceux qui sont allés à Londres, à Los Angeles, vous avez des couchers de soleil extraordinaires, hein, rouge et orangé, mais alors c'est vraiment pas bon, en général. Vous avez également le cas où vous ne voyez rien. Donc le fait que vous n'allez rien voir de spécial vous indique « Ah, il n'y a pas d'atmosphère » ou elle est très petite pour être observée. Puis vous avez d'autres cas où vous allez peut-être vous amuser à rencontrer des nuages qui vont et qui viennent. On fait de la météorologie sur ces planètes. On mesure des nuages. On va mesurer des vitesses de nuages. Et certains travaux ont été faits ici, à l'Observatoire de Genève, des détections de structures. Alors, on est des astrophysiciens, on adore les nuages type science-fiction. Alors, on a des nuages de fer, par exemple. On a des pluies de fer. Et mon collègue David Ehrenreich, dont je salue actuellement, qui est présent dans la salle, qui a justement récemment détecté ce genre de structure. Donc, on va pouvoir analyser beaucoup de choses, et ça va nous occuper beaucoup, en particulier avec les développements des grands télescopes et des instruments d'analyse. Donc là, il faut décomposer la lumière, c'est quelque chose qu'on fait assez bien ici à Genève, qui va être utilisé pour justement aller faire des progrès dans ce domaine. Donc vous voyez, on est en train de développer une connaissance phénoménale sur la structure de ces planètes. Alors maintenant, vous l'attendez tous, comment on va parler de la bille avec ça? Alors, il y a un ou deux concepts, d'abord qu'on va introduire, puis après, je vais vous donner un tout petit peu la direction dans laquelle le domaine évolue. La première chose, c'est qu'on bénéficie de quelque chose, ça a été mentionné, d'extraordinaire. On a maintenant accès à des missions spatiales, et je profite de saluer ici tous les gens, tous les partenaires, tous les gens qui rendent cette mission. C'est vraiment un travail collectif, c'est un consortium européen, et c'est une fantastique success story suisse de collaboration entre plusieurs universités suisses, et je pense que ça a été mentionné par le recteur au tout début, et je pense que, voilà, en voici la preuve. Dans une semaine, il y aura les premiers résultats scientifiques qui vont sortir. Comme on dit, attendez un tout petit peu et regardez la presse. Je ne vous dirai rien de plus. Alors, la vie, il y a plusieurs concepts. Le premier, c'est un concept qui flotte depuis les années 60, qui est le concept de zone habitable. En gros, c'est un concept relativement simple qui consiste à dire, regardons les zones dans lesquelles, si vous avez de l'eau sur une planète, avec des conditions d'atmosphère similaires de celles que vous avez sur Terre, jusqu'où vous pouvez vous approcher du Soleil, ou vous éloigner du Soleil, et perdre l'eau. Donc, si vous approchez trop près, l'eau s'évapore. Si vous allez trop loin, l'eau, en fait, elle gèle et vous n'avez plus d'eau liquide. Donc, c'est vraiment une définition de l'eau liquide qui est vue comme un élément fondamental pour permettre l'émergence de la vie. Alors, ce qui est intéressant avec ce concept, et ce qui est un petit peu ennuyant aussi, c'est que voici la zone habitable, dans le cas d'une étoile solaire, et si vous vous rappelez ce que je vous ai montré avant, quasiment toutes les planètes qu'on en a trouvées tombent dans cette boîte. Donc, on n'a aucune planète dans la zone habitable autour d'une étoile comme le Soleil. Mais on a été malin. On n'a pas uniquement cherché des planètes autour d'étoiles comme le Soleil, parce qu'il existe beaucoup de types d'étoiles, et en fait, plus vous descendez dans la taille des étoiles, et vous pouvez aller jusqu'à des étoiles qui sont 10 fois plus petites que le Soleil. Donc vous arrivez à des étoiles qui ont, en termes de masse, vous avez à peu près une réduction équivalente. À ce moment-là, les étoiles deviennent beaucoup plus froides. Elles deviennent ce qu'on appelle des naines M, et on a cherché et on a trouvé des planètes autour de ces naines M. À ce moment-là, toutes les planètes que je vous ai montrées, si certaines ont le bonheur d'être autour d'une étoile M, si je descends ma boîte, vous trouvez avec une série de ces planètes qui sont
qui traversent cette zone dite habitable, pour la simple et bonne raison que comme l'étoile, elle brille moins, vous devez vous approcher de l'étoile pour avoir les mêmes conditions thermiques que vous avez dans la Terre. Donc vous arrivez à aller assez près, et vous avez des cas extrêmes pour les plus petites étoiles. Vous avez des orbites qui sont pas très loin de l'orbite de 51 PEG. Donc 51 PEG, la planète géante fait 1000 degrés, parce que l'étoile, elle est comme le Soleil. Si on avait une étoile qui ressemblait aux plus petites étoiles qui existent dans la galaxie, et en fait, c'est les plus nombreuses, donc il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elles ont juste le problème d'être un peu faibles, donc elles ne brillent pas beaucoup, donc c'est un petit peu difficile de les observer, en tout cas plus difficile que les autres. Vous arrivez à une condition où 51 PEG est dans la zone habitable de ce système. Donc ça, c'est un concept très important, qui est un concept qui est utilisé simplement pour expliquer que certaines des planètes qu'on a trouvées, qui ont et la masse et la taille de Jupiter, sont dans la zone habitable. Donc potentiellement, peuvent avoir de l'eau liquide. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est là que ça devient intéressant, et c'est là que le domaine des exoplanètes a donné vraiment, quelque part, un boost, si j'ose dire, à la question de la recherche de la vie. Alors là, il faut un tout petit peu agrandir le débat, et pour moi, sortir un peu hors de ma zone de confort, ce que je fais depuis plusieurs années. Il faut aller un peu sur des choses qui ne sont plus vraiment de l'astrophysique pure et dure. Il faut aller vers mes collègues qui font de la chimie moléculaire, ou qui font de la géophysique. Et là, on commence à avoir quelque chose d'intéressant qui se passe. Alors, c'est ce que j'aimerais vous raconter dans les derniers moments de cet exposé. Alors, la première chose, le concept de la zone habitable, comme je vous l'ai dit, vous permet de jouer avec le fait que certaines planètes se trouvent dans des zones favorables, bien qu'étant très proches. Le système le plus extrême qu'on connaît, c'est le système autour de TRAPPIST. Il a fait beaucoup la presse il y a quelques années. C'est un système qui est complètement tout petit, tout proche de l'étoile. Par rapport au système solaire, il serait là. Mais comme l'étoile est de température très faible, vous vous trouvez avec plusieurs planètes qui ont le bon ton d'être en termes de masse et de taille relativement semblables à la Terre. Vous vous trouvez avec plusieurs planètes qui potentiellement sont dans la zone habitable. TRAPPIST, c'est une des cibles numéro 1 du futur télescope spatial que le James Webb Space Telescope. Il va y avoir énormément d'observations parce que les gens vont vraiment essayer de comprendre la nature physique de ces planètes avec comme obsession la question de la vie. Alors, comment on va faire? Comment on va aller? Ce n'est pas le seul, mais c'est un cas qui avait fait beaucoup la presse et dans lequel j'ai activement participé à l'époque. Alors, la première chose, c'est quand vous allez voir des biologistes et vous parlez de la question de la vie, en gros, c'est de manière très simplifiée, c'est la manière que vous arrivez à simplifier le plus sur qu'est-ce que c'est que la vie. Donc, en gros, la vie, c'est 4 éléments qui ont besoin de fonctionner ensemble. Premier élément que vous avez besoin de ce qu'on appelle le métabolisme. En gros, c'est la pile. En gros, si vous prenez une montre comme équivalent, c'est ce qui va vous permettre de générer de l'énergie. Donc, il y a un mécanisme connu, le mécanisme ATP, dans le monde de la biologie, qui est extrêmement efficace, d'où le cercle d'abord que vous avez là. Donc, c'est la première chose qu'il vous faut. Après, vous avez beau avoir de l'énergie, si vous n'avez pas des engrenages qui vont vous faire les choses, ça ne marche pas. Donc, vous avez besoin d'un système de catalystes qui, en gros, tout cet ensemble de protéines et de mécanique de biochimie, qui va vous faire les choses. Donc, vous avez l'énergie qui vient et vous allez faire les trucs, vous allez boulonner, vous allez faire des nouvelles choses. Évidemment, si vous ne savez pas comment vous allez le faire, vous allez faire n'importe quoi. C'est pour ça que vous avez un mécanisme ici, qui est un mécanisme de transmission de l'information, qui doit être suffisamment bon pour, en quelques générations, vous ne passiez pas d'une grenouille à une sauterelle, mais avec un tout petit peu de flexibilité quand même pour vous permettre une certaine évolution quand même et une certaine adaptation. Et puis, si vous avez tout ça, mais que c'est perdu dans l'océan, vous n'allez pas faire grand-chose, il vous faut le protéger, et il vous faut un mécanisme de membrane. Donc, en gros, la vie, c'est ces 4 éléments ensemble. Quand vous commencez à aborder ça en termes d'astrophysique, vous avez un gros problème. Comment vous allez montrer que vous avez de la vie en regardant à travers des télescopes? Ça, c'est bien pour les biologistes, à la rigueur pour les biochimistes qui font des expériences, mais si vous voulez tester de la vie à distance, si vous voulez avoir des éléments pour arriver à comprendre quelque chose, comment vous faites? Alors, les astronomes ont été très créatifs, ils ont développé une autre approche depuis maintenant plusieurs années, que je vais résumer avec cette très bonne slide de Vicky Meadows, qui en gros part du principe, bon, on va observer l'atmosphère de ces planètes, on va mesurer tout ce qu'il y a dans l'atmosphère, et puis si on voit une atmosphère qui est comme la Terre,
avec les ingrédients clés qui sont l'eau, l'oxygène, ici CH4CO2, vous arrivez à plus ou moins conclure que l'eau, l'oxygène qui a été généré est probablement lié à la vie, donc vous arrivez à conclure qu'il y a une activité biologique. Le problème est un peu plus compliqué dans les faits, parce qu'en étudiant la géophysique de ces planètes, et en particulier la géophysique des planètes qui sont très compliquées, donc on ne comprend pas grand-chose actuellement, vous avez à peu près plein d'autres possibilités. Et vous pouvez très bien arriver à faire de l'eau, par exemple, et à faire de l'oxygène en utilisant des mécanismes géophysiques assez radicalement différents, simplement par le fait que ces planètes sont vraiment différentes, certaines d'entre elles. Donc, c'est un problème fascinant qu'on va qualifier de géophysique, mais appliqué à des systèmes exoplanétaires. Donc ça, c'est un énorme vague actuellement. C'est à un tel point qu'il y a eu récemment, j'ai lu le rapport de la communauté géophysique américaine qui a déclaré qu'il était temps qu'elle passe de la Terre aux exoplanètes. C'est vraiment dans leur premier résumé, ils cherchent des mécanismes pour s'impliquer plus. Donc là, on a quelque chose de très neuf, qui est d'essayer d'augmenter l'ouverture de la discipline en attirant des modèles très complexes que la géophysique a développés, en particulier dans les planètes du système solaire, voire même sur la Terre, mais dans un cadre plus central, pour essayer de comprendre si on observe quelque chose, est-ce que c'est vivant, est-ce que c'est pas vivant. Mais on a quand même un problème dans cette approche, c'est qu'on retombe un tout petit peu sur le même problème, on se contente de rechercher quelque chose que l'on connaît, qui est essentiellement la structure de l'atmosphère de la Terre. Donc, si vous regardez l'histoire de la Terre, vous constatez qu'elle a changé au cours du temps. Si vous regardez dans les premiers milliards d'années, il n'y avait pas du tout d'oxygène parce que la vie était bien présente, mais elle a mis beaucoup de temps justement pour développer la quantité d'oxygène que l'on a maintenant. Donc, il faut quelque part qu'il y ait une nouvelle démarche qui se mette en place, et c'est justement quelque part le meilleur de ces deux mondes qui est actuellement en train de se mettre en place sous l'impulsion de cette énorme énergie qui vient du nombre de planètes que l'on trouve. Quand on commence à trouver des planètes de la Terre, puis on vous demande, mais il y a de la vie, quelque part, les gens qui font de la biologie ne peuvent pas rester indifférents par rapport à ça. Comment on va faire pour faire ça? Eh bien, on essaye, c'est le début, de développer un modèle universel pour la vie. Alors, comment ça marche? Alors, j'ai essayé de trouver une image simple pour vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un modèle universel. Alors, j'ai cherché un petit moment sur Internet, j'ai trouvé quelque chose qui est pas mal, c'est ça. C'est quelque chose de très compliqué, c'est incroyable, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de structures, mais si vous regardez bien, en fait, cette structure incroyablement compliquée, qui représente ici la vie dans mon modèle, en fait, elle est faite de ça. C'est un brique Lego, c'est un modèle Lego. C'est, je crois, que le modèle Lego le plus compliqué qui a jamais été fait, je ne sais pas combien de mètres il fait. Il y en a d'autres, il y en a plein, vous en avez des quantités. Alors j'aime bien l'analogie du Lego, parce qu'elle permet d'introduire un concept qui est un concept de chimie, en fait, qui permet ce qu'on appelle la brique fondamentale. Alors, on va maintenant progressivement s'écarter un peu du modèle Lego simple. On va considérer qu'il y a plusieurs briques Lego. Pour ceux qui ont joué au Lego, ils savent très bien qu'au début, maintenant, il y a plein de Lego différents, mais de mon temps, il y avait un peu ces ensembles de Lego, puis il fallait un peu se débrouiller avec toutes ces formes. Et avec toutes ces formes, on pouvait faire pas mal de choses, en fait. Donc, la question intéressante, c'est cette brique Lego, quand vous la transposez dans le monde chimique, on appelle ça la chimie prébiotique. C'est la chimie avant la vie, mais qui mène vers la vie. Cette chimie prébiotique, il y a quelque chose d'assez fascinant, en tout cas vu du côté du physicien, c'est qu'elle est très bien définie. Elle est très bien définie et elle porte un nom, c'est ce qu'on appelle les acides aminés. La vie, de manière très surprenante, n'utilise que 20 briques Lego différentes. C'est 20 acides aminés. Certains très simples, qu'on trouve dans les comètes parce qu'ils se font assez facilement par irradiation UV, d'autres un peu plus compliqués. Alors, maintenant, on peut dire pourquoi 20, est-ce que c'est un coup de chance, etc. Le développement actuel dans ce domaine-là, ça consiste à dire, ce 20, c'est la clé. Ces 20-là, il y a une raison pour laquelle il y a ces 20. Il n'y en a pas 21, il n'y en a pas 19. Il y a ces 20-là qui sont pris par la vie pour la simple et bonne raison que c'est la seule chose que la vie pouvait utiliser. C'est les briques de votre maison. Si vous faites une maison en Finlande, vous allez faire une maison en bois, parce que vous en avez plein. Si vous la faites dans un endroit où il y a beaucoup de cailloux, vous faites une maison en cailloux. Ben, c'est l'idée derrière. Ces briques ont été formées en énorme quantité, et la vie a joué avec ces briques, et s'est développée à partir de là. C'est l'hypothèse de base. Alors, si vous acceptez cette hypothèse, ben, vous arrivez à développer un modèle chimique assez compliqué. Ça a quelques années, en fait, les premiers papiers ont commencé à sortir en 2015, et qui ont commencé à montrer qu'il existe un passage chimique, un modèle chimique très simple,
que nous, on qualifie de chimie sale, dans le sens où ce n'est pas de la chimie qui se fait dans des laboratoires parfaits, elle pourrait se faire à la surface des planètes, par exemple. Alors, c'est ce modèle qui sert maintenant de base de développement de la chimie de la vie. Alors, certains d'entre vous, probablement, ont été familiers avec un autre modèle, qui est le modèle de l'origine de la vie au fond des océans, qui ici est relativement différent. Alors, je ne vais pas entrer dans une discussion, dans une polémique, mais il y a un petit débat de communauté maintenant, en gros, où il y a les modèles d'origine du fond des océans qui est poussé principalement par des biologistes, en fait, par similarité de la structure, typiquement de structure type Dead City, avec les structures du vivant, et des modèles qui sont proposés plutôt par des molégistes moléculaires et par des géophysiques de ce type de modèles, parce qu'ils ne fonctionnent pas par analogie, ils fonctionnent par construction. La preuve finale, c'est le premier qui, dans son labo, produit de la vie à partir de morceaux de chimie, a gagné. Parce qu'en fait, voilà, si on arrive à démontrer que ça marche, ce n'est pas encore arrivé, mais ça pourrait arriver bientôt. Ce modèle est génial parce qu'il est super simple. Il vous faut de l'eau, donc ça, on a tout le monde admis qu'il vous faut de l'eau. Et il vous faut du SO3. SO3, c'est produit en grande quantité dans les volcans. Donc l'activité volcanique et tectonique est vue comme étant essentielle dans l'émergence de la vie. Donc il y a des conditions pour que ça se réalise ou pas. Et c'est un élément essentiel. Il faut du HCN, c'est l'acide cyanhydrique, c'est pas génial, il ne faut pas respirer. Il y en a énormément qui est produit dans les comètes, en fait. Donc il suffit d'avoir des comètes qui tombent, c'est la partie astrophysique, ce qu'on appelle ce qui est délivré à la planète, qui vient des comètes, qui produit l'acide cyanhydrique. Il y a d'autres manières de le faire aussi avec des impacts. Il vous faut une atmosphère assez banale, qui est un petit peu énergétique, mais pas trop, c'est ce qu'on appelle de reduced, en fait, en termes chimiques. Et puis surtout, il vous faut de l'énergie pour que la chimie se passe. La chimie, c'est où vous secouez, où vous chauffez, où vous illuminez. Ben là, on illumine avec un flux UV qui est gratuit, c'est le soleil. Donc vous utilisez le soleil comme étant le moteur. Et quand vous mettez tout ça ensemble, mes collègues chimistes et biochimistes ont montré qu'il existait un ensemble de réactions qui produisaient ces acides aminés pour autant qu'il y ait la bonne quantité de lumière qui arrive sur la Terre. Et on a démontré il y a maintenant une année avec un papier que ça marche pour le système solaire. Le Soleil produit assez d'énergie, pratiquement, pour produire cette chimie de la vie. Alors, je ne dis pas que c'est la raison principale, on n'est pas encore dans la vie, on n'est que dans les briques de la vie, mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a une démarche qui lie et connecte la biologie, la chimie moléculaire, la géophysique, la chimie d'atmosphère également, l'interaction entre l'atmosphère et puis les étoiles, et puis l'astrophysique en termes de delivery et en termes de structure des planètes. Donc on est dans un effort horizontal absolu qui amène une dynamique absolument spectaculaire dans ce domaine. Alors, comment ça va finir, je ne sais pas. J'aimerais juste partager, pour finir, un diagramme qui est en fait sort de la vision très simplifiée de comment on imagine l'apparition de la vie et comment on pourrait imaginer de tester certaines de ces hypothèses. En gros, on a deux axes, un qu'on appelle la complexité. Alors on peut la mesurer de plein de manières différentes, ça peut être combien de molécules, la structure de la molécule. Puis l'autre, c'est la vitalité, c'est-à-dire que comment vous êtes vivant. Et l'idée, c'est que la vie, ce n'est pas un truc, on fait tout à fait un truc vivant du jour au lendemain, c'est progressif. Donc vous avez une progression progressive de quelque chose qui est simple et pas vivant vers quelque chose qui est de plus en plus vivant. Alors il y a un seuil magique qu'on va mettre là, ici, qui s'appelle le seuil du vivant. Quand vous passez ce seuil, à ce moment-là, vous êtes entraîné vers une autre dynamique, qui est la dynamique biologique avec l'innovation évolutive. Donc c'est un peu la manière dont les gens y voient maintenant la progression de la vie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut commencer à identifier des phases, la phase astrophysique, que j'ai mentionnée, la phase géophysique, la chimie prébiotique qui entre. Après, on forme les macromolécules. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Il y a des éléments déjà, il y a des pistes, comment former les membranes, les genres de choses qui se sont faites, qui vous mènent progressivement à monter des sphères de plus en plus compliquées. Puis vous avez une sorte de courbe un peu hachée parce que actuellement, tout le monde est d'accord que ce n'est pas un processus linéaire, progressif, c'est un processus abrupt qui est composé de phases d'innovation majeure. Tout d'un coup, il y a un truc qui est nouveau, qui est extraordinaire, et ouf, et vous attirez tout le monde, et par des phases plus lentes qu'on considère de consolidation. Pourquoi ça? Le meilleur exemple, c'est Facebook. Vous avez tout d'un coup Facebook, c'est une nouvelle innovation, waouh, vous avez tout le monde qui commence à s'inscrire à Facebook, donc ça attire, ça attire, ça attire. Puis après, il y a une sorte de plateau, puis vous commencez à vous rendre compte que vous pouvez utiliser Facebook pour modifier les élections,
et puis vous refaites nouveau une nouvelle progression. Oui, c'est un peu ce genre d'idée. Bon, là, on parle de chimie, mais c'est vraiment ce type d'étape qu'on a en fait. Alors, où on se situe aujourd'hui, c'est très difficile à dire. On est quelque part un peu sur le début ici, parce qu'on pense avoir un mécanisme. Il y a le plus important ici, c'est surtout une prise de conscience que c'est possible. C'est plus du tout quelque chose d'impossible. On peut construire un argumentaire factuel. Je vous rappelle que la science est basée sur un argumentaire factuel qui progressivement nous amèneront à la découverte de la vie extraterrestre. Alors j'aimerais juste mentionner, vous avez tous vu la semaine dernière, la phosphine. Ça vous montre un tout petit peu la richesse du domaine et l'ouverture d'esprit qu'il faut avoir. Est-ce que la phosphine détectée est vraiment la production de bactéries qui flottent dans Vénus ou liée à une mauvaise compréhension de la géophysique de l'atmosphère de Vénus? On va bientôt le savoir, je pense. Mais ça vous montre ce jeu nécessaire entre l'interprétation biologique et biochimique que vous devez avoir et la connaissance astrophysique. Donc il y a 25 ans, avec Michel, on a juste un petit peu mis les pieds dans la mare, quelque part. Ben, je peux vous assurer que la mare, elle est devenue un océan actuellement et qu'elle attire énormément d'énergie et puis de développement, alors que c'est vraiment un privilège, en fait, d'avoir essayé de partager cette aventure avec vous, et je crois qu'il y a un petit peu de temps pour des questions. Je vous remercie, messieurs, mesdames. Merci beaucoup Didier pour ce cours passionnant. Je pense qu'on a tous suivi ça avec vraiment beaucoup d'attention et tu nous en as mis plein les yeux, donc merci beaucoup. Donc je me présente, je m'appelle Emeline Baulmont, je suis professeure assistante au département d'astronomie de l'Université de Genève. Et donc je vais faire office de médiatrice aujourd'hui, voilà, pour les questions-réponses. Donc maintenant, voilà, c'est à vous de travailler, c'est à vous, votre but maintenant, c'est d'assouvir votre curiosité. Donc je compte sur vous vraiment pour poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Et aussi, je voudrais encourager les membres les plus jeunes du public de vraiment prendre la parole et poser toutes les questions que vous voulez. Donc, on va faire un mode un petit peu mixte parce qu'on a des internautes qui ont suivi la conférence à distance. Donc, je vais essayer d'alterner les questions du public et les questions des internautes. Et je pense qu'on va commencer par le public. Alors, très important, quand vous posez une question, gardez le masque. Ça fait parmi des consignes de sécurité. Donc, si vous avez une question, levez la main et quelqu'un viendra vous apporter un micro. Donc, voilà, je propose qu'on commence, n'est-ce pas? OK. Donc, levez la main si vous avez une question. Devant. Ah, voilà. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question sur la slide 25. Je ne sais pas si c'est possible d'y aller. Alors, on va faire sans la slide. C'était surtout pour les spectateurs. Existe-t-il des planètes ornithorynques, à savoir des planètes un peu à la fois telluriques, glace ou glace, oui merci, glace-gaz ou encore plus marrante, tellurique et gaz? Ça c'est la première question. Et tout en haut, enfin, quand on regarde les trétiers verts, ça passe plus ou moins au centre des points. Pour le bleu, la même chose. Tout en haut, la courbe, les nuages de points sont vraiment au-dessus. Alors moi, naïvement, j'aurais pensé que ça passe au centre de ces nuages. Merci pour les deux questions. Oui, merci. C'est ce que j'ai peut-être mentionné un peu brièvement. Le fait qu'ils soient au-dessus, ça veut dire qu'ils sont trop gros par rapport au modèle de Jupiter. Donc ils sont gonflés. On appelle ça les planètes gonflées. Et la raison pour laquelle elles sont gonflées, c'est parce qu'elles sont très proches de leur étoile. Elles sont très chaudes. Donc on imagine que le fait qu'elles soient quelque part rôties par leur étoile, ça a un impact sur leur structure physique.
Alors, la nature exacte du phénomène physique est comme assez débattue encore, mais on imagine que c'est une raison. Donc, la principale caractéristique de ces Jupiters chauds, c'est d'être un petit peu plus gros que ce qu'on attend. Maintenant, pour répondre à votre autre question, à ce moment, tous les cas sont possibles, parce que la beauté de ce diagramme, c'est qu'il ne fournit qu'une information globale, qu'est-ce qu'on appelle la densité moyenne. Et comme vous le savez, vous pouvez jouer avec vos petits jeux de Lego, vous pouvez faire un corps très petit, mais très très lourd, avec une enveloppe très légère. Vous pouvez aussi avoir un corps qui est plus gros, mais qui est moins lourd, puis qu'une enveloppe qui est un peu moins légère, puis en fait, dans l'ensemble, ça aura exactement la même taille. Donc il y a une indéfinition de la structure de la planète à ce niveau-là de détail. On ne peut que définir que les grandes lignes. C'est pour ça que j'ai dit la ligne verte donne une idée de la position des planètes qui pourraient être qualifiées de terrestres. Maintenant, le concept de tellurique ne s'applique pas vraiment dans ce cas-là, parce que la notion de tellurique vient vraiment à l'élément solide et elle ne s'applique vraiment qu'aux planètes du système solaire. On a plutôt tendance à parler de planètes plutôt rocheuses avec une petite atmosphère. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de possibilités et c'est pour lequel on va, pour beaucoup de ces systèmes, quand c'est possible, essayer de mesurer leur surface et mesurer la composition de leur atmosphère, en espérant qu'elle ne soit pas trop tenue pour pouvoir mesurer quelque chose. Donc on est vraiment là dans, on va dire, la recherche actuelle, avec probablement beaucoup de surprises à venir dans ces 10 prochaines années. Ce type de recherche est le moteur principal pour développer les grands instruments du futur, les grands instruments sur le VLT, ça a été mentionné, et également l'Extremely Large Telescope de 40 mètres. C'est un des moteurs principaux à aller comprendre ces planètes. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Pendant que le micro arrive, je vais te poser une question d'un internaute. Oui, voilà. Bien sûr. Alors, il y a quelqu'un qui a demandé, donc, y a-t-il peu de planètes comme la Terre ou sont-elles simplement plus dures à détecter? Alors, elles ne sont pas, non, ça dépend. Identiques à la Terre, on n'en a pas trouvé parce que simplement on n'en est pas capable encore. Ou c'est difficile, on va dire. C'est peut-être à la limite. Donc, c'est difficile de répondre, mais le fait qu'une grande majorité des systèmes sont différents autour des étoiles, on peut déjà quelque part exclure ces systèmes comme étant identiques à la Terre. Ceci dit, rien n'empêcherait un de ces systèmes d'avoir également une planète terrestre à la distance terrestre. Donc on est là dans un grand point d'interrogation et quelque part un des grands domaines de l'astrophysique, de recherche de planétaires de ces 10 à 20 prochaines années. Et il y a plusieurs expériences en cours, des gros développements dans plusieurs grandes universités pour essayer de mettre un terme à cette incertitude qui est un tout petit peu ennuyante quand même, je dois dire. Très bien. Alors, est-ce que quelqu'un a le micro? Oui, bonjour. J'ai le micro. Oui, j'avais une question. Donc, vous avez présenté environ 4000 exoplanètes. J'aurais voulu savoir, à quelle distance elles se trouvent de nous? Est-ce qu'il y a un horizon à partir duquel on ne pourra plus faire d'observation? Et une deuxième question, est-ce qu'avec toutes vos occupations, vous avez encore le temps d'observer les étoiles? On a toujours le temps d'observer les étoiles et le meilleur observatoire, c'est nos yeux dans un très beau site en général. Donc je recommanderais. Le côté poétique du ciel reste toujours assez incroyable. Oui et non, c'est-à-dire oui, il y a une limite, qui est la limite de votre intérêt. Vous avez quand même, j'entends, une centaine de milliards d'étoiles potentiellement intéressantes pour chercher des planètes dans la galaxie, ou même si vous en avez peut-être que 10 milliards, vous voyez, vous avez vraiment beaucoup d'étoiles. Évidemment, ça n'a plus de sens, quelque part, de chercher des planètes. Vous allez chercher plutôt sur les étoiles qui sont plutôt proches, parce que c'est simplement plus facile. Donc, vous facilitez un peu la tâche, vous allez observer ce que vous pouvez observer. Alors, il y a eu des cas un peu particuliers. C'est vrai que le satellite Kepler avait une technique d'observation qui était de rester dans une zone très fixe du ciel, où il y avait beaucoup d'étoiles, et de fait de la limitation du nombre d'étoiles qu'il pouvait mesurer à cause de ce qu'on appelle son plan focal, ou le champ qu'il observait, il a dû aller voir des étoiles assez faibles, donc assez éloignées. Donc on se retrouve ici avec des planètes, dans le cas de la mission Kepler, qui seraient de l'ordre de 1000 années-lumière, 2000, 3000 années-lumière. Maintenant, les planètes que l'on cherche avec les vitesses radiales, elles sont sur des étoiles beaucoup plus proches, parce que là, on regarde les étoiles brillantes. Et là, on parle des systèmes les plus proches, comme Proxima ou Alpha Centaure, à des systèmes qui ont 10, 20, 30, 40 années-lumière. Donc on a vraiment un peu tout ce qu'on veut, avec quand même une focalisation sur les étoiles proches, parce que c'est plus facile, avec l'idée qu'à un moment donné, toutes les étoiles se ressemblent,
Donc quand vous avez déjà bien compris ce qu'il y a autour des milliers d'étoiles proches, vous avez déjà une bonne compréhension du problème. Et on n'en est pas encore là. On n'a pas encore systématiquement exploré tous les types de planètes sur les milliers d'étoiles proches. Il y avait une question d'un internaute qui était un petit peu lié avec l'observation que tu fais. Donc, est-il plus facile maintenant d'avoir du temps d'observation maintenant que tu as une réputation de prix Nobel? Alors, je ne pense pas et je n'espère pas, parce que je pense que ce n'est pas par réputation qu'on doit obtenir le temps télescope. Je pense que la qualité des demandes et la qualité des programmes, elle est indépendante de la réputation, elle est liée vraiment à la qualité des programmes. Donc, les processus sont relativement maintenant neutres. Maintenant, il y a un aspect pratique. Je pense que c'est aux jeunes de travailler un petit peu. Très bien. Alors, d'ailleurs, il y en a un jeune, là, juste devant, qui va poser une question. Alors, ma question, c'est pour pouvoir détecter plus de planètes qui soient similaires à la Terre, justement, il faudrait des instruments qui ressemblent à quoi, à peu près, et pour la recherche, enfin, pour la détection et surtout pour l'étude? Alors, on a actuellement des instruments qui sont soit en fonction, ou qui viennent d'être en fonction, ou alors qui vont être en fonction. On a, depuis les temps héroïques du développement d'Elodie avec Michel, la capacité à détecter des planètes en termes de sensibilité a été augmentée de près d'un facteur 100. Donc, vous pouvez trouver des objets qui ne sont non pas des objets qui ont la masse de Jupiter, mais qui ont la masse de la Terre. Donc, il y a des instruments qui, récemment, il s'appelle Espresso, qui étaient installés sur le VLT. On a des missions spatiales qui sont en cours, TESS, Khéops. On a une mission spatiale qui va venir, qui est Plateau. Donc, on ne manque pas de ressources. Et puis, on a après le grand télescope géant avec plusieurs instruments, une meilleure capacité d'observation, de détection directe et également des moyens d'aller mesurer des tout petits signaux autour des étoiles. Donc, on a vraiment tout un ensemble de développements qui existent. Et là, je n'ai fait que mentionner une partie de la communauté parce que vous avez d'autres communautés qui développent aussi d'autres instruments. Donc, on peut chaque fois améliorer simplement parce qu'on apprend. Donc, on a dû apprendre des erreurs. Et puis, on est aussi beaucoup aidé par l'industrie, il faut le dire. L'industrie a fait des progrès absolument incroyables. La fibre optique a révolutionné l'astronomie. Entre la première fibre optique qu'on a utilisée et celles qui sont utilisées maintenant, il y a une amélioration de performance d'un facteur presque 10 à 50 en termes de stabilisation de l'entrée du flux dans l'instrument. Donc on a ces sortes d'échanges, on bénéficie des avancées technologiques et puis en même temps, on apprend de nos erreurs pour essayer de faire des nouveaux instruments. On est contraint un peu dans un mode intéressant où on fait des instruments qui sont uniques, mais on doit prendre des pièces réalistes. Et Moons a été mentionné. Donc l'instrument est unique, mais il est basé sur des éléments qui ne peuvent pas être uniques parce qu'on a besoin d'instruments, de composantes industrielles. Donc il y a un équilibrage entre ce qui est raisonnable de faire et ce que l'on peut atteindre dans le cadre de nos ambitions. Et en général, ça fonctionne par étapes. Donc chaque 10 ans, il y a un nouveau instrument, une nouvelle capacité. Et ça, c'est un peu valide dans tous les domaines. L'astrophysique a eu, je pense, de la chance parce qu'elle a énormément bénéficié des projets, des développements de la micro-optique et des détecteurs, en particulier la sensibilité des détecteurs, et puis d'une nouvelle façon de faire les télescopes. Donc on a eu vraiment un saut, je pense, dans l'astrophysique, dans la capacité de l'astrophysique d'aller explorer l'univers. Et c'est un élément qui fait que l'astrophysique est devenue un domaine très attractif, en fait, pour les étudiants en physique, simplement par le fait qu'on offre maintenant un panel de possibilités qui est quelque part beaucoup plus important grâce à l'héritage technologique que c'était peut-être le cas il y a une quarantaine d'années. Merci. Alors, il y a des questions. Une dame tout en haut là. Ouais. Ma question fait référence à une autre question qui a déjà été posée, mais je me demandais comment vous pouvez savoir qu'une étoile ou une planète est à 1000 années-lumière ou même 50 années-lumière. Alors oui, bon, ça c'est un vrai thème, c'est comment on détermine les distances en astronomie. Alors on a beaucoup de chance, on a une mission spatiale extraordinaire qui s'appelle Gaia actuellement, qui utilise un principe qui a été établi par les Grecs il y a près de 2000 ans maintenant, qui est simplement par le fait que, en fonction où vous vous trouvez sur l'orbite terrestre, vous allez voir le monde avec un petit angle. C'est le principe stéréophonique des deux yeux. Vous arrivez à avoir une distance, vous arrivez à estimer les distances, parce que vous avez deux yeux et vous avez une manière de votre cerveau d'évaluer justement cette distance. C'est le même principe. On va mesurer ce mouvement
ce mouvement lié en fait, au déplacement de la zone de pointage des étoiles. Et ça porte un nom un peu barbare, ça s'appelle parallaxe, je ne sais pas si vous avez entendu. Et on a une mission Gaïa qui actuellement est en train de faire une cartographie relativement étendue des étoiles. Alors, pas au-delà de notre galaxie, mais quand même très profondément de notre galaxie. Et essentiellement, toutes les étoiles qu'on observe, elles sont mesurées par Gaïa, et on arrive à avoir une très bonne parallaxe, et on arrive à savoir à quelle distance se situent les étoiles. Mais pour très longtemps, les distances des étoiles a été un vrai problème, et il y a eu dans les années 30 un vrai conflit en fait, dans l'astrophysique pour savoir quel objet est où, est-ce qu'une galaxie c'est proche, c'est loin. Donc ce problème des distances en astronomie est un vrai problème en fait, qui est un problème technique et qu'il a fallu de nombreuses années. Mais les principes de base sont toujours les mêmes. La bonne vieille géométrie, ça marche bien pour déterminer les distances. Alors, on va prendre une question des internautes et puis après, on donnera la parole au monsieur au t-shirt blanc là, qui a levé la main voilà, tout à l'heure. Donc, la question de l'internaute, en attendant, c'est est-ce que la forte proportion de planètes à courte période est due à un biais statistique de détection ou pas? Alors, ce n'est pas la bonne manière de formuler la question, si je me permets. D'abord, c'est une réalité. On a une grande quantité de planètes à courte période. Alors, évidemment, les techniques de détection sont plus sensibles à ces planètes. Donc, évidemment, on est biaisé pour les trouver. C'est ce que je disais, c'est un cadeau du ciel, parce qu'on a tout d'un coup une énorme facilité à trouver des planètes, et on en aurait trouvé beaucoup moins si elles n'existaient pas. Donc, mais elles existent à la base. Donc, on est biaisé à les trouver, mais parce qu'elles existent. Donc, on vit très bien avec des biais de ce genre, parce qu'ils nous arrangent. Maintenant, c'est sûr qu'il ne faut pas qu'on se repose sur nos lauriers et qu'on se pose la question que dire des autres. Donc, il y a un effort relativement important maintenant, je dirais même substantiel à faire, avec quelque part beaucoup moins de succès. C'est beaucoup plus dur et c'est beaucoup plus difficile et ça va prendre peut-être beaucoup plus de temps de trouver l'équivalent d'une Terre. Mais qu'est-ce que c'est intéressant quand même quelque part. Donc après, voilà, alors il y a le biais, il est réel, mais en général, on le maîtrise assez bien en termes d'impact statistique. Très bien. La question du monsieur, là. Ouais. Oui, merci. Vous avez parlé justement tout à l'heure des Grecs anciens et dans l'histoire de la science occidentale, oui. Il y a eu déjà une première investigation autour des zones habitables et inhabitables. Et justement, par rapport et qui avait été démenti, qui était déjà lié à la possibilité qu'une partie de la Terre n'était pas habitable en raison de la force du Soleil. Est-ce que vous pensez que ce concept appliqué à l'astronomie que vous nous avez présenté de zone habitable est infaillible? Et est-ce que potentiellement, ça ne pourrait pas être un frein mental à la recherche de la vie? Merci. OK, alors il y a plusieurs questions dans votre question. La première chose, c'est est-ce que la zone habitable, c'est un concept absolu? Alors, bien évidemment, non, mais c'est utile. C'est-à-dire que ça part... L'eau, il y en a partout. Et quand vous êtes chimiste, surtout vous faites de la chimie organique, vous aimez bien l'eau. Ça a beaucoup de propriétés extraordinaires. Et tout le monde imagine que ça va être difficile de développer une chimie sans avoir un élément aquatique. Et l'eau, c'est ce que vous avez. L'eau, il y en a partout, on en voit partout. Il n'y a rien de spécial avec l'eau. Donc, c'est assez facile d'utiliser l'eau liquide comme référence. Maintenant, il est vrai que l'hypothèse que vous faites, c'est sur la nature de l'atmosphère. Et ne vous inquiétez pas, les astrophysiciens n'ont pas été sans reste. Ils se sont amusés à bricoler les atmosphères des planètes. Par exemple, ils se sont dit, si on ajoute de l'hydrogène, par exemple sur une planète terrestre, qu'est-ce qui se passe avec les zones habitables? Alors, vous vous rendez compte que l'hydrogène a une capacité en fait, à étendre la zone habitable et vous pouvez aller beaucoup plus loin que ce que vous pensez en ajoutant de l'hydrogène. Bon, ça pose un autre problème, c'est que l'hydrogène ne reste pas. Vous n'avez pas assez de masse sur la Terre. Donc il faudrait une super Terre. Et pourquoi pas? Alors ça pose d'autres problèmes de chimie après cette atmosphère. N'en demeure qu'à la fin, vous êtes quand même en train de simplifier le problème en utilisant la zone habitable. Donc quelque part, c'est utile d'avoir la zone habitable. Dans la zone habitable, ça ne vous dit rien, à son avis. Ça vous dit juste que peut-être il y a de l'eau liquide. Mais ça ne vous dit pas qu'il y a de l'eau. Ça ne vous dit pas que vous avez l'atmosphère qui correspond à la bonne atmosphère pour créer de l'eau. Donc, cette partie-là, je pense, tout le monde l'admet. Et c'est pour ça que j'ai dit c'est un concept qui permet de simplifier le problème et d'aller après explorer plus loin.
personne ne va admettre qu'il a trouvé de la vie simplement parce qu'une planète est dans une zone habitable. Je sais qu'il y a eu par le passé des abus de langage qui ont été commis en disant « ouais, on a trouvé de la vie parce qu'on a trouvé une planète dans une zone habitable ». Vous savez, il y a beaucoup d'effets médiatiques, souvent il y a une incompréhension, souvent il y a un excès d'enthousiasme de certains de mes collègues. Finalement, pourquoi pas? Moi, je préfère ce genre d'excès d'enthousiasme qui finalement n'est pas très grave, plutôt qu'un excès d'enthousiasme qui aurait des répercussions négatives sur la société. Donc, c'est vrai que ce n'est pas un critère absolu, mais moi, je l'aime bien, il est quand même utile. Alors, le temps passe trop vite en bonne compagnie. On va prendre une dernière question et puis on va terminer là. Donc, la personne avec le micro. Ouais. Bonsoir, merci pour cette leçon enthousiasmante. 2 questions, si vous permettez. La première, c'est dans notre recherche de la vie ou du vivant ailleurs que sur Terre, est-on limité par notre compréhension mentale de ce que c'est que le vivant? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, si vous aviez 20 ans aujourd'hui, quel domaine vous intéresserait? OK. Alors, la question de l'identification du vivant, c'est une très bonne question, une question très difficile, parce qu'on identifie très bien ce qu'on connaît, c'est beaucoup plus difficile d'identifier ce qu'on ne connaît pas. Il y a quand même certains principes que les gens admettent, c'est pour ça que je mentionnais l'eau. Il y en a un autre, c'est on imagine mal une vie pas basée sur le carbone. Simplement parce que le carbone, c'est magique, c'est un brique Lego, en fait, c'est très facile d'assembler des choses. Maintenant, on peut très bien imaginer qu'on forme les acides aminés de base, mais qu'on forme des structures de protéines ou des structures de nucléotides qui soient différentes. C'est tout à fait possible. Ça, je dirais, c'est en dehors de mon domaine de compétences. Et je sais que mes collègues biochimistes se posent la question d'une éventuelle autre chimie de la vie. Mais les ingrédients de base, on n'a pas beaucoup de choix. En fait, il y a quand même la base, c'est la base de l'eau, le carbone, l'oxygène, c'est des éléments qu'on a, en fait, ils sont là. Donc, en dehors de ces cadres-là, je pense que c'est raisonnable d'imaginer que de vouloir chercher autre chose, c'est un peu peine perdue. Maintenant, est-ce qu'on peut imaginer un autre type de vivant? Alors là, on commence à parler de science-fiction. Vous voyez, le film Matrix, c'est quoi? C'est du vivant, alors, un ordinateur? Vous voyez, là, vous êtes dans une autre démarche qui, pour moi, sort du domaine factuel de la science. Et à un moment donné, il faut admettre que quand vous sortez du domaine factuel, vous pouvez dire tout et n'importe quoi. Et c'est dommage, parce que là, vous n'êtes plus dans un domaine scientifique. Alors non, si je devais avoir 20 ans, mon Dieu, la question est difficile. Vous savez, moi, je suis parti en astrophysique par amour de la science. Je serais probablement attiré encore par l'astrophysique, parce que c'est assez extraordinaire ce qui se passe dans l'astrophysique. J'aurais peut-être pu faire autre chose. C'est un peu un hasard de circonstances et un hasard d'intérêt qui fait que je suis parti en astrophysique. J'ai toujours considéré que la physique, c'était probablement une science qui était suffisamment générique pour permettre de faire beaucoup de choses. Quelque part, c'est presque par indécision que j'ai choisi la physique. Et puis après, c'est un peu par le hasard et par quelque part aussi l'idée de ces sites extraordinaires où on avait des télescopes qui m'attiraient à l'astrophysique. Donc, je ne sais pas, mais ce que je suis sûr, c'est qu'ayant gardé mon âme d'enfant et de curiosité, probablement, je repartirai vers la science parce que c'est quand même une activité, si on a la chance d'avoir un certain talent pour pouvoir en vivre, est vraiment extraordinaire. Et moi, je ne peux qu'encourager les jeunes et les moins jeunes d'essayer de conserver au mieux cette âme de curiosité parce que, quelque part, ça rend la vie facile. Merci. Merci, Émile. J'ai été coupée. Allô? Ah oui. Bon, merci à vous d'être venus aussi nombreux. Ça fait vraiment plaisir de voir autant d'attrait dans notre discipline des exoplanètes. Et je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci à Didier, Michel aussi. C'est un peu grâce à vous que moi je suis là, donc ça fait quand même plaisir. Et donc je vous souhaite une très bonne soirée et puis à une prochaine à l'Université de Genève pour une prochaine leçon d'ouverture, j'espère. Au revoir. Au revoir.